Elle est où la caméra déjà? Je Parce sais que je suis pas. perdu, Laquelle? on n'arrête pas de changer. Il y en a tellement. C'est là? Je sais Ah, pas. salut, salut, ouais, c'est bon, Essaye. c'est celle-là. Suis la lumière. Salut, salut, je vais tenter celle-là. Bonjour à tous, c'est Adrien pour Party Time. On est sur Acropolis pour 1 h 30. J'espère que vous allez bien. Vous êtes déjà quelques-uns là sur le chat. Salut Alcanoïde, salut Loustic, salut Cupfer7, Poète également. Bonjour à toi Audrey Blonde et bonjour aussi aux chômeurs et aux étudiants. On salue les deux, on n'est pas exclusif. Yo Psyx99, salut GA25, rebonjour Loustic, coucou Jésus du ciel, c'est bien, tu n'es plus sur ta croix. J'espère que tes bras vont mieux. Et bonjour à tous ceux dont le nom est parti du chat et que je ne vois plus. Mais je ne les oublie pas et je sais qu'ils sont là. Et excusez-moi, un petit terme technique, il faut que je réponde à notre invité qui est en fait devant la porte. Et je vais juste lui dire que oui, c'est bien le centre commercial et Sylvain va pouvoir aller le chercher. C'est du direct, sans filet. Alors, il faudrait que tu m'expliques où est-ce que je vais le chercher. Allô? Faut qu'il monte au deuxième étage, ce serait l'idéal. Oui, c'est bien un centre Donc, commercial. nous sommes actuellement dans une conversation téléphonique où l'invité est actuellement. Alors voilà, vous avez plein d'informations. Oui, le centre commercial, nous sommes installés au dernier étage d'un centre commercial qui a été vidé de ses commerces et dans lequel ils ont installé des bureaux du coup. Voilà, et donc je ne sais pas où est-ce que je dois aller chercher l'invité et du coup... Alors, Sylvain n'a pas entendu la conversation téléphonique Bah non. car il a un casque qui masque les bruits. Et donc Thibaut, qui est membre des jeunes générations, il est coordinateur, il nous expliquera de quoi il s'agit, à quoi servent les jeunes générations, à quoi sert Génération, comment ils fonctionnent. Et donc actuellement il est en train de se diriger, mon cher Sylvain, vers le premier niveau, devant le McDonald's. Désolé pour la publicité, mais c'est un restaurant comme un autre après tout, et il t'attend là-bas dans une petite minute, temps de monter quoi. Eh bien, je m'y rends de ce pas. Merci finalement. bien. Vous allez voir que Est-ce que je te prends un truc chez McDo au passage ou... un petit café peut-être. Oui, car en plus, message de service, nous n'avons plus de machine à café et c'est très dur et je crois que tout le monde souffre beaucoup. Alors, donc je vais faire ça tout seul maintenant, sans filet, à l'ancienne, comme si j'étais un streamer dans ma chambre devant un fond vert. Donc Sylvain s'en va et je suis seul, on va pouvoir faire n'importe quoi. Et donc, eh bien, il y a eu beaucoup d'anniversaires cette semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez suivi lundi, il y avait l'anniversaire du président, c'est ça hein. Il y a aussi eu l'anniversaire de François. Et bien aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre constitution. Joyeux anniversaire la 5e. Elle a connu 8 présidents, des dizaines de premiers ministres, des centaines de ministres. Et surtout, elle a été révisée 24 fois. Donc c'est plus trop la 5e République, on peut dire c'est la République 5.5. Hein. Les révisions, il y en a eu donc 24 et la première d'entre elles, c'est sûrement une des plus importantes, hein, c'est même par général de Gaulle lui-même, hein, c'était pour l'élection du président au suffrage universel. Et alors qu'au début, le président était élu par l'Assemblée nationale, sur le modèle de la 4ème République, où c'était un vote en fait de deuxième niveau. Les parlementaires élisaient le président de la République. Mais Charles, le grand Charles, a préféré que ce soit un suffrage universel. Oui, Jean a eu 30 ans exactement. Et elle a connu, comme le fait remarquer Loustic, la 5ème République, 3 cohabitations. En 86 avec Jacques Chirac, Premier ministre de François Mitterrand. En 93 avec Édouard Balladur, Premier ministre de François Mitterrand encore, et en 97 jusqu'en 2002 pour 5 ans avec Lionel Jospin et la gauche plurielle. Lionel Jospin, Premier ministre de Jacques Chirac pendant quasiment tout son mandat. Ensuite, les révisions, ça a porté donc sur l'élection du président au suffrage universel. Il y a aussi eu besoin d'adaptation aux traités internationaux, notamment les traités européens, et quelques trucs ont été modernisés, comme l'arrivée du quinquennat justement pendant la cohabitation entre Jospin et Chirac, la charte de l'environnement, là aussi c'est Jacques Chirac mais dans son deuxième mandat, la limite à 2 mandats pour le président, là c'est plutôt sous Hollande, la constitutionnalisation de l'abolition de la peine de mort, de mémoire c'est en 2007, etc. etc. Tout ça pour adapter les institutions de la République française à l'époque, aux lubies de l'époque également, et puis dépoussiérer un peu ces institutions qui commencent à dater. Oui, GA25, alors Pierre Moscovici ne mènera pas la liste du PS aux européennes. C'est vrai, alors en même temps, on s'attendait pas trop non plus. Hein. Je vois pas ce qu'il aurait été fait dans cette galère et ni ce qu'il avait à y gagner. Et je sais même pas si le PS aurait bien voulu de Pierre Moscovici pour les élections européennes. Donc en fait, c'est un peu un non-événement quand même. Franchement,
C'est pas une surprise, exactement. Mais par contre, on en reparlera peut-être dans l'Europe Bordel tout à l'heure à partir de 18h30. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, la démission de Gérard Collomb me permet de parler de deux choses. Comment il peut devenir maire sans élection, et aussi on va évoquer vite fait les métropoles. On va revenir sur les journées LAREM. Est-ce qu'il y avait du monde? On va aller voir les photos. Ensuite, quelle fin à la chute du PS? Qui va-t-il rester dans ce parti? Et enfin, pour terminer, je le salue puisqu'il s'assoit juste en face sur les splendides et confortables canapés du nouveau studio. Thibaut, donc coordinateur de Jeune Génération, qui va pouvoir m'écouter pendant une petite heure avant de me rejoindre juste à côté pour répondre à mes questions. Et je fais tomber mon téléphone, tout va bien, mais c'est pas grave. Il n'y aura pas de chronique de Dorian aujourd'hui alors qu'il était revenu la semaine dernière. Et pourquoi? Eh bien écoutez, il paraît qu'il travaille. Je sais pas ce que ça veut dire. Enfin bon, ça c'est... Les intermittents qui travaillent, et puis quoi encore? Oui, c'est ça, hein, on est d'accord. On est d'accord. Merci Loustic. Non, c'est Nicolas Sarkozy, les deux mandats successifs lors de la révision en 2008. Ok, je savais plus. Merci pour la précision. Merci pour la précision. Très bien. Très bien. Alors on va entamer sur Est-ce que tu ne dirais pas une quatrième fois très bien? Très bien. Ok, très bien. Parfait. Tu sais, je peux le faire 5 fois même si tu veux. Très bien. J'en profite pour ramasser mon téléphone puisque tu m'interromps. Et ainsi il n'est plus par terre. Et donc Collomb, alors je sais pas si vous avez remarqué, j'aime bien faire cette... Mais quand on démissionne, c'est qu'on veut partir et on ne peut pas nous en empêcher, sauf au gouvernement. Ou parfois on peut se faire démissionner et c'est-à-dire pousser vers la sortie, on vous demande gentiment de démissionner. Ce qui est une manière de vous renvoyer, mais c'est vous qui faites le courrier. Ouais, plus rare, il y a les cas où on ne peut même pas démissionner. C'est ce qui a été refusé à Gérard Collomb. Au début, il voulait bien partir, mais Macron ne voulait pas. Bon, et il a fini par y arriver. Dans ce cas-là, c'est vraiment la Constitution qui prévoit que c'est le président qui démet de ses fonctions les ministres, et c'est pas les ministres qui démissionnent parce que c'est pas un job, c'est pas un métier en fait. Donc c'est pour ça que Macron peut refuser une démission. Oui, ce qui est quand même bizarre quand la personne veut en partir. On est d'accord. Et ce qui a posé problème quand il l'a répété au Figaro, disant je maintiens ma proposition de démission. Bon, c'est effectivement, si vous tentez ce coup-là dans le monde professionnel, c'est plus risqué. Hein. On risque de l'accepter tout de suite, et là vous serez bien embêté quand même. Vous aurez un préavis, hein, ce qui n'existe pas chez les ministres. Mais merci Loustic pour la petite pique sur l'inculture, merci. Mais c'est pour ça que vous êtes là, le chat, c'est aussi pour relever les petits détails sur lesquels on se trompe, parce que je ne vérifiais pas tout vérifier sur les... Et ce sont des émissions interactives, nous Exactement. ne sommes pas des sachants. C'est pour ça qu'il y a le chat et que vous êtes là et qu'on discute et que je vous ai sous les yeux tout le temps, et que c'est pas parce que d'ailleurs je ne répète pas tout ce qu'il y a sur l'écran juste là devant moi que je ne lis pas. En fait je crois que je lis tout, sauf quand ça va trop vite, mais dans Party Time j'ai le temps de tout lire. Donc est-ce que vous pouvez vous freiner s'il vous plaît? Réfrénez-vous s'il vous plaît. Alors il s'est passé un truc, c'est que Collomb a démissionné, il est ensuite revenu à Lyon. Et on a annoncé qu'il allait redevenir maire. Et comment ça se passe pour que Gérard Collomb redevienne maire sans élection municipale à nouveau? Eh bien, c'est très simple. Et avant ça, je rassure Nibal, je n'ignore pas Nibal. Non, qu'est-ce qu'il fait dire ça? Je ne t'ignore pas. J'ai peut-être raté quelque chose, mais en tout cas, ce n'était pas volontaire. Je suis désolé. Je te prie de m'excuser. Donc, un homme qui s'appelle Georges Képénékian, que personne ne connaissait en dehors de Lyon, et encore, hein, il était maire de la ville depuis que Gérard Collomb était devenu ministre, et eh bien, il va démissionner simplement de son poste de maire. Et Tu oublies une précision, c'est que Gérard Collomb était encore conseiller municipal. J'allais y venir, j'avais pas oublié. Je spoil. Tu spoil un peu, parce que tout ça c'est parce qu'au municipal, on vote pour une liste dont traditionnellement la tête de liste devient maire. Mais techniquement, ça peut être n'importe qui sur la liste. C'est-à-dire que vous pouvez être quatrième de la liste et finalement devenir maire. Évidemment, ça se passe rarement comme ça. Et traditionnellement, on met en tête de liste la personne qu'on veut voir devenir maire. Donc Collomb, il est devenu ministre, il a lâché la mairie ainsi que la présidence de la métropole. Tu peux balancer le logo hein, si tu veux. Mais il est resté simple conseiller, aussi bien métropolitain d'ailleurs que de la ville. Et c'est un petit cumul bien innocent, hein, puisque quand on pense que dans les années 90, on avait encore des ministres qui restaient maires de leur ville, et pas de petite ville, hein, ou président de conseil général ou de conseil régional, tout en étant également ministre. On imagine bien qu'ils avaient des plus grosses journées que le commun des mortels, et qu'ils avaient bien sûr le temps de faire tout ça. Mais donc il suffit pour que Gérard Collomb récupère son mandat que le maire actuel démissionne de son mandat. Il restera lui aussi élu municipal.
et le conseil municipal vote pour un nouveau maire. C'est aussi simple que ça. La majorité est acquise à Gérard Collomb et il sera réélu dans un fauteuil à son poste de maire de Lyon, sans que légalement ça ne pose aucun problème. On peut discuter de la moralité de tout ça, et est-ce que c'est bien moral, est-ce que ça respecte aussi le choix, aussi bien le choix des électeurs que le choix d'avoir d'être parti pour être ministre et de revenir à Lyon. Je dirais, voilà, il sait pas ce qu'il veut, etc. Mais en tout cas, légalement, ça ne pose aucun problème. Et côté métropole, avant de passer à métropole, je lis GIA25 quand même. Donc, ah oui, Audrey Oblong qui nous dit que là-dedans, les Lyonnais n'ont pas leur mot à dire. Alors, c'est vrai, et en même temps, ils avaient voté pour Gérard Collomb en 2014 finalement. Et c'est là qu'ils les avaient quittés. Voilà, oui, bien sûr, mais c'est même ça, ils ont voté, même plus que ça, puisque à Lyon, ils ont voté pour des listes d'arrondissement qui soutenaient Gérard Collomb. Et ensuite, tous ces gens-là ont voté pour Gérard Collomb. Il y a des gens qui ont voté, la plupart des arrondissements. Gérard Collomb n'était évidemment pas sur les listes, il était dans un seul arrondissement. Peut-être même pas tête de liste, hein. Alors je ne sais pas pour Lyon, mais je sais que Delanoë, pour son deuxième mandat, n'était même pas tête de liste du 18e. Il était 3e ou 4e, quelque chose comme ça. Et en fait, sûr d'être élu évidemment. Et arrivé au Conseil de Paris, il était évidemment devenu maire. Il était tête de liste symbolique des 20 arrondissements. C'est peut-être ce que Gérard Collomb a fait, peut-être qu'il était tête de liste d'un des arrondissements. Peu importe au fond, puisqu'après, son groupe majoritaire a voté pour Gérard Collomb. Et quelqu'un, oui, GIA25 nous dit que c'est décousu de fil blanc son retour et que ça sera compliqué pour lui. Alors, non, pas son retour en tant que maire, peut-être que la gestion de la ville et sa réélection peut être compliquée. Après, là, la prochaine année, ça va, il va gérer sa ville. Et est-ce que LRM Rhône-Alpes, qui apparemment géré par sa femme, effectivement, est à feu et à sang? Je sais pas non plus. C'est très dur d'avoir toujours l'interne comme ça sur ce parti. Salut Xan, pardon, c'est Adrien, comme toujours. Les jeudis. Donc, jeudi après-midi, exactement. Et côté métropole, donc puisque Lyon est la première métropole de France, qui cumule à la fois les missions d'une municipalité et d'un département, j'y reviendrai. Il s'agit d'un autre fidèle de Gérard Collomb, il s'appelle David Kimmelfeld. Il est aussi maire du 4e arrondissement de Lyon, bien sûr, c'est une ville d'arrondissement comme Paris et Marseille. Donc là aussi, il a mis, quelqu'un d'autre de fidèle est venu le remplacer, comme ça ne pas mettre ses yeux dans le même panier, hein, n'est-ce pas? Et d'après Lyon Capital, puisque je suis allé lire le site de Lyon Capital, qui est un mensuel lyonnais, et ce David Kimmelfeld a annoncé donc qu'il n'avait pas prévu de démissionner, ce qui apparemment fait ricaner la droite lyonnaise. Et les élus écolos aussi ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à la majorité lyonnaise de Gérard Collomb. Alors mon écran ah oui d'accord. Non pas, je ne valide pas cette capture d'écran s'il te plaît. J'ai une bouche de canard. Oui c'est beaucoup mieux, c'est plus sympa, c'est naturel, c'est spontané. Pour vous faire part de ce qui se passe en off, je suis en train de préparer le tweet qui va bien pour annoncer l'émission. Normal en plein milieu de l'émission. C'est ça. Vous avez accès à toutes les coulisses, on ne vous cache rien. Et je vous dis ça uniquement pour que vous puissiez retweeter en masse, hein, évidemment. Bien sûr. Oh, alors oui, soyez présents sur les réseaux sociaux, tweetez, storisez, je sais pas quoi. Allez-y dans les campagnes, sur les réseaux sociaux, parlez de Acropolis. Et alors Loustic nous rappelle qu'avant d'être ministre, Gérard Collomb était sénateur-maire jusqu'en 2017. C'est vrai, c'est un cumul qui était autorisé, qui n'est plus autorisé par ailleurs désormais. Donc il aurait dû faire un choix de toute façon. Et les cumuls ministres et gros postes électifs sont arrêtés avant que ce soit interdit par la loi, puisque simplement les pratiques ont changé au cours des années 2000. Donc il y aura aussi une première en 2020, d'après GIA25, l'élection du président de la métropole au suffrage universel. Donc Collomb se présentera à la mairie et pas à la métropole. Alors oui c'est ça, alors j'allais y venir justement, c'est pour ça qu'il y a le logo du Grand Lyon, la métropole, wesh wesh Perceval, wesh wesh les amis. Et Fimat, nous ne te prenons pas pour un esclave, nous demandons gentiment, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien relayer sur les réseaux sociaux les tweets de Acropolis qui annoncent l'émission du moment. Et donc puisqu'on parle métropole justement et des fusions municipalités et départements, en tout cas dans l'émission,
Petit mot sur ce qui va peut-être changer bientôt dans la façon dont la France fonctionne, donc la métropolisation, puisque lundi dernier, Emmanuel Macron a reçu 5 présidents de métropole, et pas des moindres, hein. Alain Juppé, c'est les 5 premières de France, hein, à part Paris, Lyon et Marseille. Alain Juppé pour Bordeaux, Christian Estrosi pour Nice, Jean-Luc Moudenc pour Toulouse, pas la ville, hein, la métropole. Johanna Roland pour Nantes et Damien Castelin pour Lille, avec en plus vous voyez une petite diversité politique malgré tout, pour avancer sur le projet de fusion de ces grandes agglomérations avec leur département. Sur le modèle de Lyon, hein, c'est déjà le cas de cette ville qui est devenue une métropole en fait, le Grand Lyon qui englobe Lyon, Villeurbanne et d'autres communes dont le nom m'échappe actuellement, mais ou Mézieux, tiens j'y suis allé lundi donc je connais Mézieux maintenant. Nous avons donc aussi dans le chat Perceval qui brandit son drapeau nantais. Écoute, très bien, c'est une jolie ville, Nantes en plus. Tu as raison d'en être fier, Perceval. Faut le dire vite, hein, je suis d'accord. Oui. Non, j'ai juste mal. Vous n'avez pas vu la grimace de Sylvain. Et bonjour Neverline, salut à toi. Et donc, c'est quoi l'idée de cette métropolisation et fusion avec les communes et les départements? Donc c'est que d'une part déjà effectivement que les missions soient cumulées, que ce soit la même administration qui s'occupe à la fois des missions du département et des municipalités sur un territoire donné, par exemple celui du Grand Lyon, pour prendre un exemple. C'est aussi le cas à Paris actuellement, c'est en train de se faire cette fusion, mais comme Paris est déjà une ville-département, eh ben, c'est invisible pour les habitants. C'est surtout quelque chose qui contribue à, qui est du côté administratif, et aussi que le président du département métropole soit élu au suffrage universel direct en même temps que le maire. Et en raison de la règle de non-cumul des mandats, eh bien, ce poste ne pourrait pas être le même entre le maire de la grande ville et de la métropole. Donc 59 communes pour Lyon Métropole. Merci Audrey Blonde et Sylvain de l'avoir rappelé. Et alors, on peut mettre la carte de ces métropoles françaises qui sont au nombre de 20, je crois. Je vais essayer de faire quelque chose d'à peu près propre. Vas-y, je t'en prie, comme ça je vais boire un coup. Oui, alors du coup il faut que je meuble en même temps et du coup je suis confronté à une situation assez délicate de multitâche. Non c'est bon, t'as fini de parler. Oui mais je t'écoutais galérer un petit peu. C'est gentil. Alors, cette fusion, donc pourquoi discuter avec ces 5 présidents de représentants de métropole? C'est pour en fait s'assurer de leur soutien au moment du vote de la loi qui va modifier tout ça, et donc s'assurer un soutien politique, alors que nous avons OFU1 qui nous explique que Montcuq n'existe plus et que cette commune a fusionné 4 autres communes et se nomme maintenant Montcuq en Quercy-Blanc. Et bien c'est toujours aussi poétique et on est content qu'ils n'aient pas fait perdre le nom d'une des plus célèbres communes de France. Si vous ne le connaissez pas, il faut aller voir le sketch sur YouTube, c'est absolument drôle. Alors oui, donc vous avez aussi la carte là, voilà, je fais la météo, une petite, tiens, ah oui c'est disparu. Vous avez la carte des métropoles de France, dont les 5 invités par Macron et les autres qui pourraient potentiellement donc fusionner avec le département, et ça ne met pas forcément 100% du département. C'est pour ça que ça inquiète les présidents des départements concernés, dont plusieurs ont écrit à Macron. Alors faut savoir que pour prendre le cas de Lyon, ça fait peut-être un quart du département de l'ancien département du Rhône en fait. Mais pour Aix-Marseille-Provence, et on va pouvoir sortir la carte là, c'est plus de la moitié des Bouches-du-Rhône qui est concernée, hein. C'est absolument gigantesque, c'est 92 communes, dont 2 d'ailleurs, 2 ou 3 à l'extérieur du département, dans le Var, qui est juste à côté, et donc là c'est gigantesque. Donc si un jour il y a fusion entre Aix-Marseille-Provence et le Var sur le territoire de Aix-Marseille-Provence, le Var n'existera plus que pour la partie ouest, il n'y aura même plus les Tendebert en fait, c'est vraiment la Camargue un peu, et puis un peu j'ai dit Var, non, les Bouches-du-Rhône pardon, donc n'existera plus que sur l'ouest, et même pas les Tendebert, et donc le haut du département, le nord et l'ouest tout simplement. Et vous voyez ce qui est en rouge, c'est Aix-Marseille Métropole. Vous voyez que c'est super grand. Alors il y a des débats là entre les comités de métropole et tout. Non, ça n'existe plus les comités de métropole justement. C'est pour ça. Voilà. Donc on comprend les craintes pour leur pouvoir tout simplement de ces présidents de département.
mais plus intéressant également, il regrette la polarisation des richesses dans les métropoles et le ressenti que cela peut alimenter dans des territoires délaissés. Donc ça c'est un débat qui date pas d'hier, hein, puisque c'est d'ailleurs le fait que des territoires perdent des services publics et des services en général ne date pas de la métropolisation, hein, c'est tout le drame du monde rural depuis, je sais pas, j'ai l'impression depuis que je m'intéresse à la politique, on parle des bureaux de poste qui disparaissent, des commerces qui disparaissent, c'est à la fois les services publics qui s'en vont et aussi le fait qu'il y ait les surfaces commerciales qui augmentent et donc qui font disparaître les petits commerces et donc les villes moyennes et petites périclites. Et là aussi donc un effet de cercle vicieux qui font que les petites communes perdent de leur attractivité et donc des habitants. Et Perceval nous fait une remarque très utile parce que oui, dans les fun facts de géographie française, comme il le dit, le Var est un département qui porte un nom de fleuve, le Var, mais qui n'est pas mouillé par le Var, puisqu'en fait le Var passe dans le département des Alpes-Maritimes. Et pourquoi c'est comme ça? Eh bien parce que en fait à l'origine le Var allait jusqu'au Var, qui était la frontière de la France. Mais quand la France a récupéré le comté de Nice, après je sais plus quelle, pendant le Troisième Empire, je sais plus quelle guerre avec l'Italie, c'était peut-être justement pour en remerciement d'avoir aidé les Italiens à faire leur unité, ça doit être quelque chose comme ça. Et bien pour un peu équilibrer et pour casser le comté de Nice, on a ajouté une partie du Var en prenant eh bien, le fleuve. Le Var a gardé son nom, les Alpes-Maritimes sont devenues, enfin le comté de Nice est devenu les Alpes-Maritimes, peut-être à l'époque d'ailleurs même les Basses-Alpes, et le Var a gardé son nom sans le fleuve. Voilà pour l'histoire de ce département qui par ailleurs aussi a une gare en Ras-Cambrousse, celle de Lézargues-Draguignan, à cause d'un caprice de Clémenceau. Intéressez-vous à l'histoire aussi de cette gare, c'est assez marrant comme quoi ce genre de petite mesquinerie ne date pas d'hier et a toujours existé dans notre belle République française. Alors, Ouffuin, le Rhône n'a plus pour préfecture Lyon maintenant. Eh bien, si, c'est toujours Lyon la préfecture, et le siège du Rhône est toujours à Lyon, sauf erreur de ma part. Mais par contre, effectivement, le département ne s'occupe plus des habitants du Rhône qui sont dans la surface métropolitaine. Tout simplement. C'est de la métropole qui s'occupe maintenant des collèges, du RSA, je crois même en fait, et toutes les missions du département. Oui, le Var est un très beau département, hein, je tiens à le dire, j'aime beaucoup. Mais ce n'est pas tout à fait le sujet. C'est pas le sujet, mais par contre, je maintiens que le Var est un fleuve, mais c'est un fleuve côtier, comme on dit, c'est un petit fleuve, ce n'est pas la Garonne, ce n'est pas le Rhône, ni la Seine ou la Loire. Oui, enfin, c'est une rivière. Mais c'est quoi? Non, c'est une rivière. Un fleuve, c'est quand ça se jette dans la mer, et donc ça se jette dans la mer, donc c'est un fleuve côtier. Voilà. Ça, c'est pour le Trial Poursuite, quand on fera édition Acropolis. Oula. Alors, je vais reboire un coup et nous allons passer au point suivant. Très bien, ça va me permettre d'anticiper sur la suite des événements et de l'affichage à l'écran. Bien, je t'en prie. Merci. Alors, la semaine dernière, on avait parlé de l'AREM, La République En Marche, pour prendre l'acronyme qu'ils veulent qu'on utilise. Et le week-end dernier, donc, c'était les journées l'AREM. Un événement qui est censé remplacer les universités d'été des vieux partis, hein, c'est les ringards qui font des événements dans un lieu unique pendant 2 ou 3 jours, et donc plutôt que faire un événement, ils ont fait des centaines dans toute la France, avec un hashtag journée l'AREM. Et je m'arrête parce qu'on me fait une réflexion là, Perceval, tu sais quand tu parles de côte à un mec qui vient de Bourgogne, il devient tout paumé Adrien. Et oui, je suis d'accord. Pourtant, il y a les Côtes d'Or en Bourgogne, je crois. J'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs ça s'appelait Côte d'Or, mais peut-être que Sylvain nous fera un petit point géographique. Alors absolument, pour le camembert orange, je t'écoute. Eh bien, en fait, il s'agit d'un rapport avec les vignes qui en automne sont d'une couleur dorée, juste avant que les feuilles tombent. Et donc, les côtes sur lesquelles sont les vignes sont dorées, donc les Côtes d'Or. Bien. Voilà. Bien, très bien. Eh ben, écoute, merci. Visitez Dijon, visitez la Côte d'Or. Tu sais qu'à cause de ça, j'ai longtemps confondu les Côtes d'Armor et la Côte d'Or quand j'étais petit. Merci bien. Il s'agirait de grandir. Merci bien, ouais. Bon, c'est comme quand tu crois qu'il y a un département des Côtes-du-Rhône. Voilà. Ce qui est nettement plus drôle, cela dit. Presque, ouais. Alors, GA25, intéressant que tu reviennes là-dessus. J'imagine que tu parles des journées l'AREM et non pas de la Côte d'Or, n'est-ce pas? Puisque ça n'a guère défrayé la chronique. C'est vrai que ça n'a pas défrayé la chronique, puisque comme c'était pas un événement unique, en fait c'était plein de petits événements. Je peux
je te prie de me croire que la presse locale en a un peu parlé. C'est-à-dire que si tu vas chercher sur les titres locaux, tu auras en fait des articles sur séjourner l'AREM. Et ou l'AREM, comme le dit Perceval, merci, toujours là pour les jeux de mots de grande classe. Et pardon. Euh, et donc, la République En Marche a fait le choix, alors pour plusieurs raisons. Il y a les raisons officielles, qui est que c'est décentralisé pour que plus de personnes puissent y participer. La raison qu'on peut donner aussi, qui est un peu plus méchante, c'est pour éviter que des militants se retrouvent de plusieurs endroits et discutent entre eux, et que ça puisse créer des dynamiques comment dire, négatif pour la direction du parti. Alors ça, c'est une raison que j'ai lue. Je la trouve un peu limitée parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas forcément besoin de se croiser pour discuter et se connaître. Mais bon, en tout cas, c'était une des thèses de l'article que j'ai lu. Je ne sais plus sur quel journal. Et donc, ça permet, par contre, dans les bons côtés, de dynamiser chacun des comités locaux, pardon, et ainsi de leur trouver quelque chose à faire, alors que justement, un des reproches faits à la direction par les militants de base de La République En Marche, c'est qu'il ne se passe rien et qu'ils ont été mis à contribution pour la campagne électorale, et que depuis que Macron est élu et que les députés sont élus, plus rien, plus participation, ni au contenu, ni aux activités, il n'y a rien à faire, on s'ennuie, on ne participe pas, etc., etc. Ce qui est un reproche courant d'ailleurs dans les partis hors période électorale, à des degrés divers. Bon, il y a des ministres qui ont fait le déplacement, hein, bien sûr. Hein, et ça, bon, il suffisait de suivre leur compte Twitter pour se rendre compte qu'ils allaient un peu partout en France, dans chacun à peu près là où ils vivent, à peu près, hein, sauf Castaner. Il a tout mis en stories, hein, vous pouvez le suivre. Alors, je vous jure, il a tout mis en stories, y compris un verre de vin qu'il a bu. Le texte officiel envoyé aux abonnés pardon, de la newsletter revendique 12 000 participants en tout, 10 000 le samedi et 2 000 en plus de excusez-moi, je perds mes mots, ok, excusez-moi, donc 12 000 et 10 000 le samedi et 2 000 pour les événements organisés le dimanche. Et donc je vous donne une petite idée du texte qui avait été envoyé, hein. Ils ont fait le choix d'une rentrée différente, hein, donc ça c'est les versions officielles à leur image, hein, sur le terrain, partout et ouvert à tous, pas un événement cloisonné et ouvert uniquement à certains militants, hein. Et donc ils ont rassemblé plus de personnes, et alors là c'est la phrase qui doit leur faire plaisir, hein, plus de personnes que la somme de toutes les universités d'été, de toutes les formations politiques cumulées. Voilà, ils sont amusés, ils ont pris tous les gens qui ont participé à toutes les universités d'été en août et septembre, et ils ont dit bah, ça fait moins que 12 000, donc bah, on a gagné. Donc ils s'en sont fiers, hein, c'est leur ADN, rapprocher les citoyens de la politique, les rendre acteurs et non spectateurs de longs monologues de responsables politiques. Ok, donc ça veut dire que c'était uniquement du dialogue. Alors ça, je peux pas aller vérifier parce qu'il aurait fallu être sur place. Des photos, d'après ce que je vois sur les photos, il y a eu beaucoup de discours sur pupitre, hein, quand même. On va pas se mentir. Et effectivement, Nibal 01, qui peut se déplacer à Guidel? Et moi, j'ai envie de dire, qui a envie d'aller à Guidel? Est-ce que même pour le modem, hein, est-ce que franchement, ça vaut le coup? Ah, il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Et Tu n'en vaut pas la peine. voilà. Alors, il me semble que je suis pas le seul à être déjà allé à Guidel dans cette communauté de personnes actives actuellement dans alors le chat. justement, alors bon, Nibal nous dit que là sur la photo il y a 14 personnes, dont demande du gouvernement, des députés et la moitié des marcheurs. Alors de toute façon, évidemment, ce sont des marcheurs qui sont venus à ces événements, mais il y en a évidemment plus qui ont pu venir à ces événements près de chez eux, qui duraient quelques heures, que s'il avait fallu faire le déplacement, mettons, je sais pas, où ils auraient pu se mettre à Marseille comme la France Insoumise par exemple, ou je sais pas moi, à Nantes ou Angers pour 2 ou 3 jours et devoir donc trouver un hébergement et prendre des jours de congé. Alors que là c'est sur le samedi, l'après-midi. On a d'autres photos, hein, alors d'autres photos qui montrent plus de monde, hein, et sûrement parce qu'il y avait des députés qui avaient mobilisé autour d'eux. Parce que je suis allé voir sur le hashtag Journée la REM qui était assez fourni, les comités locaux ont joué le jeu et ont publié. D'après les photos, donc le succès annoncé par mail est réel, hein, en tout cas, évidemment, quand vous avez fait un flop, vous ne montrez peut-être pas les photos. Ça, c'est la limite du fait d'avoir regardé sur les photos. Mais bon, vous adaptez les photos à ce que vous voulez montrer. dans l'ensemble, comme les députés ont tous quasiment en fait mouillé la chemise et sont allés à des journées LAREM de leur circonscription ou de leur ville, évidemment, ça déplace toujours plus de personnes que si c'est juste un petit comité sans personnes. Avec des chiffres intéressants, hein, 120 personnes à Béziers, moi je trouve ça pas mal quand même. Il y en a 400 à Toulon, je crois. Alors, tu peux montrer les photos. Oui. Alors je suis d'accord, Audrey Blonde, on peut manipuler les photos.
Mais alors, j'ai l'habitude de ces photos justement et de la façon manipulée. Par exemple, en campagne, quand tu vois une photo qui annonce une salle comble, mais que tu n'as une photo que de la tribune, tu peux être sûr que la salle n'est pas si comble que ça. Voilà, si la photo est prise et que tu ne vois que deux rangées de sièges, en général, c'est que le reste c'est vide. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt sélectionné justement des photos où on voyait la salle dans son ensemble pour plutôt des photos où ça a marché, parce qu'ils disent que ça a marché, donc je suis allé voir là, est-ce que ça a bien marché? Et de ce que je constate, c'est que quand même les militants de la République en marche avaient l'air au rendez-vous. Est-ce que ça leur a suffi? Est-ce que ça leur a convenu? Ça, je sais pas. Euh, JA25 nous dit qu'il n'a vu aucun LAREM dans la rue, qu'il a bien aimé discuter, mais il fallait te renseigner sur le site et aller les voir. Ça aurait été rigolo, je pense qu'ils auraient répondu à tes questions. Euh, Nibal01 nous dit que se déplacer, ça veut pas dire être convaincu. Bah, je pense quand même que les gens qui sont déplacés et qui sont allés à ces journées sont des militants déjà convaincus et que C'était pas des ils n'ont journées, pas c'était pas des trop, réunions d'information. trop challengé les militants, quoi. Hein. Voilà, c'est pas une réunion d'information, c'est plus une réunion de mobilisation et de motivation des troupes. C'est à ça que servent les, euh, les réunions de militants, hein, que ce soit un meeting en campagne ou même les journées d'été, les universités d'été des différents partis. C'est l'occasion de se rencontrer, de passer du temps ensemble, de boire des pierres, et il faut voilà, jusqu'à tard le soir. C'est aussi l'occasion de voir des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir et de repartir regonfler pour une année complète. Et ça fait du bien, et tous les militants qui font ce genre d'événements le diront, ces journées-là, et je pense que Thibaut pourra nous le dire aussi, ces journées-là, ça requinque et on repart pour la rentrée gonflé à bloc. Et effectivement, comme le fait remarquer au FU1, ça coûte cher d'organiser tout ça. Oui, alors la REM avait les moyens d'organiser ça, je pense. Hein. C'est un peu comme les séminaires dans les entreprises, c'est un peu comme le team building, Mm. ce genre de choses. Oui, ça coûte de l'argent, mais c'est essentiel pour, entre guillemets, manager les troupes en fait. Pour qu'elles retrouvent de la motivation, de l'énergie, une espèce de cohésion d'ensemble. Et ça prend ce genre de forme dans les partis politiques. Mais c'est la même logique dans les entreprises ou autres, d'ailleurs. Un jour, on fera ça chez Acropolis. Les universités de l'Acropolis. Ouais. Ah ouais, super. Peut-être pas à Guidel quand même. Hein. Non. Moi je suis plus côte atlantique, mais Ouais. sud-ouest. Non, mais sinon, on ira en Bourgogne. Non. Non. Non, Tu me présentes J'avais- peut-être d'émission, c'est ça? J'avais un mème en tête, non. Ça permet de se voir qui suit encore le mouvement. J'ai pas compris ta question, Jésus. Est-ce que Ça tu peux permet de mesurer préciser la mobilisation des militants, je crois que c'est ça qui veut dire. D'accord, d'accord. Oui, C'est un bah outil de mesure de... 12 000 personnes qui se mobilisent, moi je trouve ça pas mal hein, quand même. Hein. Je pense pas beaucoup de partis qui sont capables de faire ça pour un week-end. Faut voir. Mais bon. Ensuite, oui, on fera ça. L'immeuble de Sylvain, c'est pas mal. Voilà. Mais là, du coup, c'est pas en Bourgogne. Pas sûr qu'il y ait la place par contre. Mais c'est pas très loin d'ici. Ah si, si, il y a la place pour le coup. Ah oui, mais on n'aura pas grand monde alors. Ah, c'est pas en Bourgogne, donc ça attire moins, forcément. Voilà. Alors, Fanny Dufaust nous fait une remarque qui me paraît pertinente. Motiver des gens à aller à une réunion dans leur ville et motiver des gens à traverser les pays pour l'université d'été, c'est quand même pas le même bordel. Bah, exactement. C'est pour ça qu'ils auraient jamais pu faire des journées d'été à 12 000 personnes, mais que donc faire des événements comme ça délocalisés, où à chaque fois en plus, comme vous pouvez dire qu'il y aura une ministre, un député, un autre ministre qui sera présent, ou Castaner qui vient boire des pots avec vous, et bien ça mobilise parce que tu as quand même l'occasion de le rencontrer et de lui serrer la main ou de l'entendre en vrai. C'est quand même plus valorisant que de le voir à la télé, quoi. Hein. C'est un peu comme Adrien finalement. Le voir en vrai, c'est quand même plus valorisant que de le voir en stream. Il faudrait que j'essaye d'aller à un apéropolis un jour, hein, quand on organisera une fois. Hein. Il y en a un prévu en octobre. Rendez-vous sur le Discord pour plus d'informations. Bien. Alors, personne n'était sur. Non, personne n'est allé. Bon. Oui, c'est ça, Jésus. Donc la vague en marche, encore pas mal de fans. Bah, en tout cas, c'est pas, il n'y a pas à zéro, quoi. C'est 12 000 personnes, disons, prêtes à se rendre comme ça pour un événement local. Parce qu'il y a Mounir Majoubi, parce qu'il y a Christophe Castaner, parce qu'il y a. J'ai vu, il y a Belloubet aussi qui s'est déplacé. Il y a aussi. Son nom m'échappe. Enfin bon, bref, d'autres ministres et chacun des députés sur son territoire. Alors au FU1, est-ce que ce genre d'événement peut permettre de trouver des recrues pour certains postes, de faire des sélections en interne pour des postes? Alors non, en revanche, la présence étant un capital irremplaçable en politique, si tu as des ambitions chez En Marche, et dans tous les partis d'ailleurs, il est toujours
intéressant, voire nécessaire d'y être. d'y être. Alors c'est pas suffisant, mais c'est important. C'est-à-dire que si tu n'es jamais à aucune réunion, à moins d'avoir un parrain de poids, t'as aucune chance, parce que personne ne te connaît. La présence physique, le fait de se voir en vrai, et d'être là tout le temps, même si c'est pour rien dire, même si c'est juste pour serrer les mains et puis après dire bonjour, en fait c'est important, c'est utile. Et c'est marrant de se dire que parfois des postes tiennent uniquement parce que au fait que la personne était là plus souvent que quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire qu'elle était plus compétente, ça veut pas dire qu'elle avait les meilleures idées ou qu'elle les défendait mieux. Ça veut dire simplement que naturellement c'est son nom qui est sorti en premier parce que les gens avaient l'habitude de voir cette personne. Des fois ça tient à pas grand chose, hein. Donc effectivement les petits ambitieux de la République en marche sont tous allés à ces journées LAREM. Est-ce Comme qu'on les peut dire petits ambitieux, est-ce qu'on peut dire qu'il y a 12 000 ambitieux à la REM du coup? quand même pas, je pense pas, ça fait beaucoup. Mais j'allais dire que les petits ambitieux des Républicains sont tous allés, enfin, selon leurs obédiences et leur clan, au Touquet ou à la Baule, ou à Brive-la-Gaillarde pour Valérie Pécresse, etc., etc., etc. Les petits ambitieux du MoDem sont aussi allés à Guidel à voir les responsables et se retrouver et se ressourcer. Parce que c'est bien au bord de l'Atlantique. Hein, Tout c'est à le fait, sud, c'est hein, en oui, Bretagne, à côté de l'Orient. C'est Morbihan. C'est encore Morbihan. Oui. Profiter du soleil breton, pardon, profiter du soleil breton et des autres militants et donc être vu, Et du connu, Fouché. reconnu et devenir plus légitime parce que simplement, eh bien, machin, il est toujours là, quoi. Donc on peut compter sur lui. Humbert Perceval est en feu là, tous les mystères de l'Orient, c'est très bon pour le coup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, très bien, et ben c'est bien. On va pouvoir passer à la suite. Le PS sans son aile gauche. Je bois un coup, s'il vous plaît bien. Transition entre la REM et le PS. Voilà, une petite transition. J'ai fait le jingle. Merci. J'espérais plus de clochettes, c'est dommage. Gling, gling, gling. Donc pour se demander, alors ça marche pas pour Jean Vincent Placé. Alors, non mais quand même, pourquoi Jean Vincent Placé? Ah, vous me faites dire du mal d'un ex-camarade, ça me fait de la... c'est dur. Bon, Jean Vincent Placé est très doué pour être présent sur toutes les photos et effectivement au début c'était pas très utile puisqu'il n'a pas été ministre de Hollande au tout début du mandat et qu'il a été à la fin. Mais donc comme quoi c'est une des limites de la présence. Oui, secrétaire d'État à la modernisation de l'administration, je crois, ou de l'État, je sais plus. Ou des procédures administratives, en tout cas simplification. En même temps placé il cherche, oui, mais bon après il a eu quelque chose et effectivement sa propension à être toujours disponible, pour le dire poliment, a aussi généré quelques caricatures dont certaines sont très drôles et c'est même un des mêmes politiques français qui dure le plus puisque dès que Collomb a démissionné, j'ai revu fleurir sur Twitter les photos de Jean Vincent Placé, téléphone à l'oreille pour dire oui, allô, je suis disponible. Ça marche aussi avec Emmanuel Valls. Oui, mais non, parce que Emmanuel Valls il est parti à Barcelone, donc c'est un peu différent. Ah, mais il est quand même ressorti au moment de l'affaire Collomb. Oui, mais j'ai trouvé ça mal placé parce que pardon, malvenu parce que c'était moins juste en fait et que il est parti, ça y est. C'est un running gag comme le dit J25 qui est l'autre nom pour même aussi hein, en fait un gag qui continue encore. Jean-Vincent qui dit des trucs mal placés. Non, celle-là elle est interdite depuis 2011. Merci. Alors passons au PS. Tu vas te donner des leçons là-dessus, franchement. Je te trouve mal placé pour dire ça. Je me permets car je suis à l'écran et c'est moi qui décide. Alors, donc le PS à gauche, on va se demander un peu qui va rester au PS à la fin. Ça se demandait s'ils vont bien pouvoir devenir nos voisins, puisque comme on est à Ivry et que le PS va arriver à Ivry, on peut le dire maintenant. Enfin, quel soulagement. Nous serons à 200 mètres, je crois, du Parti Socialiste prochainement, quand ils auront fait leur déménagement. Ou alors le Parti Socialiste sera à 200 mètres d'Acropolis. Oui, c'est ça. Plutôt. Donc, comme je reçois un Génération... Comme je reçois un adhérent de Génération, qui est un parti et un mouvement largement issu du Parti Socialiste, hein, rappelons que Benoît Hamon était le candidat socialiste, on va prendre des nouvelles de ce parti et bon, eh bien, il va encore perdre une tranche. Et je ne relèverai pas la dernière chose que vient de dire Perceval. Pardon, le PS va encore perdre une tranche. Non, il y a une tranche du PS qui s'en va à nouveau, puisque donc nous avons un calendrier du départ qui a été annoncé par Emmanuel Morel, qui est actuellement député européen, donc aile gauche hein, du parti, puisque c'est comme ça qu'on le dit, et Marie-Noëlle Lienemann, qui est ex-ministre, quant à elle, et actuelle sénatrice
Paris. On peut mettre sa photo et puis après on peut changer si tu veux. Enfin, Oui, ça arrive. j'ai l'impression que c'est plutôt Morel qui est à la manœuvre. De toute façon, mais on peut laisser les deux, comme ça on aura Morel et Lindemann. Après tout, faisons la parité à l'écran. Et ben laissons Marine Lindemann, elle est sénatrice. Et l'autre est député européen. Je sais, bah écoute, tu décides, tu tires à pile ou face. C'est fait. C'est pas grave. Et ben voilà, on laisse Marie-Noël Lindemann, que vous voyez là, un meeting pour Bootsbar, ou à Bootsbar, s'il y a un Alsacien pour nous dire où c'est. Euh, donc en fait, ils ont prévu, en fait, puisque un texte a été présenté par la majorité, c'est-à-dire Olivier Faure, pour la ligne à adopter pour les européennes. Et Morel et Lindemann vont en déposer un autre. Et Marine Lindemann explique que la direction a gauchisé son texte, c'est-à-dire le rendre plus acceptable par cette aile gauche qu'elle représente avec Emmanuel Morel. Mais bien sûr, ils ne sont pas dupes, ce n'est qu'une manœuvre. Et donc ils laissent leur texte, puisqu'ils estiment que ce que propose Olivier Faure et sa majorité n'est en fait là que pour continuer à faire le business as usual. Garder les traités actuels, l'Europe libérale et la complaisance avec le système actuel, et notamment la gestion, la co-gestion avec le parti, le PPE, le parti de la droite européenne. Donc en fait le 11 octobre, il y aura un vote au sein des socialistes, des militants socialistes, entre ces deux lignes, la ligne majoritaire, enfin de la majorité, et la ligne Morel-Lindemann. Donc si bien sûr cette ligne de plus à gauche, disons, est amenée à l'emporter, ce qui est peu probable, hein, puisque justement elle n'est pas majoritaire, bon, ils auront des responsabilités au sein de la campagne des européennes, et s'ils deviennent minoritaires, eh bien, ils envisagent très sérieusement de partir. Donc commencer à préparer sa sortie quand on est minoritaire et qu'on le sait, hein, c'est tout un art. D'ailleurs, Mélenchon avait très bien su le faire quand il avait lancé le parti de gauche. Donc Marie-Noëlle Lindemann et Emmanuel Morel devraient quitter le PS, selon toute vraisemblance, le 11 octobre vers 20h, quand on aura les résultats du vote interne des militants, ou peut-être plus tard, enfin, allez, mettons le 12 octobre, c'est fait. Et par contre, c'est pas pour rejoindre Génération, donc Benoît Hamon, mais ce serait pour rejoindre les Insoumis de Mélenchon. En effet, Zigogoto, l'aile gauche, c'est la ligne Morel, c'est la même chose. Zigo-Toto, ah oui, pardon, autant pour moi. Et comme le dit Pix99, ce sont des amis de Mélenchon. Voilà, Emmanuel Morel avait défendu une alliance très forte avec, j'allais dire Emmanuel Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, pendant le dernier congrès du Parti Socialiste. Il avait fait 10-11% si je me rappelle bien, ce qui n'est pas terrible, alors que Olivier Faure avait fait 48%. Je suis pas certain que Jean-Luc Mélenchon soit très intéressé par une alliance avec le PS. Non, bien sûr, mais après avec le PS de Morel, c'est tout à fait différent, quoi. Ah, je suis pas sûr. Alors je viendrai, par contre, Pix99 n'est plus du tout avec ni Méluche ni Lindemann, hein. Lui il est resté dans une ligne plus sociale-libérale, disons, et il est resté au sein du PS, et je crois pas qu'il ait envie d'en partir, ou alors ce serait pas pour rejoindre ni Mélenchon ni Hamon, je pense pas. Donc ce serait pas non plus pour se fondre en fait au sein de la France Insoumise, hein. Morel et Lindemann apparemment prévoient de créer un nouveau parti, encore un, qui pourrait accueillir, alors là c'était la grosse surprise quand j'ai lu l'article qui en parlait, accueillir le MRC, c'est-à-dire le mouvement républicain et citoyen, fondé par Jean-Pierre Chevènement. Oh, le retour, puisque lui, ce parti tient un congrès, le MRC, donc le premier week-end de décembre, et il devrait sceller cette alliance par un vote entre donc, eh bien, le futur parti de Lindemann et Morel et le MRC. Le MRC qui est prêt à rejoindre une espèce de coalition avec la France Insoumise, en mettant en avant la convergence sur les sujets comme le souverainisme de gauche porté par Mélenchon. Voilà, alors ça j'avoue que c'est plutôt inattendu, mais bon, très bien. Zengdar, salut, qui n'est pas mort. Chevènement, si, Chevènement est mort en fait une fois, mais il est revenu. Pour les plus jeunes d'entre merci. Pour les plus jeunes d'entre vous, sachez que pendant qu'il était ministre, il a fait une attaque cérébrale, je crois un AVC en fait, et il est resté dans le coma pendant quand même quelques semaines avant de se réveiller et même de revenir au gouvernement, ce qui est assez incroyable. Il s'en est très très bien sorti quand même. Nibal 01, Chevènement, qui est plutôt parti extrême droite, inspirant Philippot. Non, c'est plus compliqué. Philippot, effectivement, vient de Chevènement. Et a gardé avec de son passage au MRC des valeurs républicaines, disons, très fortes, mais qui ont dérivé vers une espèce de républicanisme très exclusif, qui n'est pas forcément ce que, en tout cas, portait Chevènement au plus fort du chevènementisme, c'est-à-dire dans les années 2000, 2002 et
ensuite, qui était plus un républicanisme assez accueillant, mais bon, très rigide. Ça, par contre, on peut pas lui retirer ça. Un républicanisme une république pas très drôle, quoi. On rappelle que Jean-Pierre Chevènement était ministre sous un certain François Mitterrand, lors du premier mandat de François Mitterrand, en 1981. Ah oui, quand même. Attends, oui. Oui, oui. Ah, Ministre d'État, ministre de la Recherche et de l'Industrie du 22 mai 1981 au 23 mars 1983. Ok, et il avait démissionné, comme nous rappelle Zico Toto, donc lors du virage libéral du PS en 83, pour revenir ministre 84. avec Jospin. Non, il était ministre de l'Éducation nationale entre 84 et 86. Ah bon, bah d'accord. Bon, bah alors il n'a pas tant démissionné que ça. Puis ministre de la Défense entre 88 et 91, puis ministre de l'Intérieur entre 97 et 2000. Et voilà, après il a fait d'autres trucs. Ouais, il avait démissionné d'ailleurs d'un gouvernement à cause de la guerre du Golfe. Il me semble, hein. C'est possible, je sais plus. Parce qu'il n'était pas d'accord, lui il voulait pas attaquer l'Irak. Ça se défend, mais bon. Oui, c'est lui qui a la formule, un ministre ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Donc il a démissionné de temps en temps. Et c'est possible qu'il ait quitté le MRC, oui, j'avoue que j'ai pas super bien suivi l'actualité du MRC. Il a quitté le MRC en 2015. D'accord, comme nous le rappelle Nibal dans le chat. Et donc en fait l'idée pour Morel, Lindemann et les chevènementistes, même s'il n'y a plus Chevènement, hein, attention, Chevènement il est à la retraite là, on va se dire les choses, hein, il est quand même très vieux maintenant ce monsieur, et sûrement fatigué aussi de son AVC dans les années 2000. Donc de nouer un accord politique avec la France insoumise et si possible bien sûr d'avoir un accord pour les européennes et de s'insérer sur la liste de la France insoumise où Emmanuel Morel pourrait tenir une place de choix. Donc c'est pour ça d'ailleurs que la France insoumise aurait reculé l'annonce de sa liste qui devait être annoncée fin novembre à mi-décembre. Voilà. Est-ce que ce sera pour accueillir des membres de cette partie du PS et du MRC, nouveau nom en tout cas allié à la France insoumise? On verra, on le saura donc assez bientôt maintenant, puisque dans 2 mois quoi. C'est lent et en même temps c'est demain, n'est-ce pas? Alors qui est déjà parti du PS là pour faire un petit peu le point, hein, parce que là, depuis la présidentielle, entre disons les militants partis rejoindre Macron, soit pour être député en 2017, ou tout simplement pour rejoindre là où ça se passe, là où sont les vainqueurs, ou parce que en tant qu'ex-soutien de DSK, c'était plus logique sur l'idéologie, hein, pour ces ex-soutiens de DSK, par exemple, vous avez le groupe de Poitiers, qui sont ces jeunes députés En Marche, qui étaient avant chez les jeunes strauss-kahniens, notamment au sein du MJS par exemple. Il y a aussi d'autres qui sont partis rejoindre Mélenchon, alors soit ça remonte à loin, là, il y a ceux qui sont partis au moment de la création du parti de gauche en 2008, ou alors plus tard au moment de la vague insoumise à partir de 2016. Donc là c'est 2 départs, 2 groupes différents, mais qui finalement ça revient au même, c'est des gens qui sont partis du Parti Socialiste. Et il y en a d'autres qui ont suivi Hamon, donc là c'est juste après la présidentielle ratée, hein, pour fonder Génération. Et d'autres figures sont parties, la plus célèbre d'entre elles c'est Arnaud Montebourg, hein, qui a monté Bleu Blanc Miel, une entreprise pour soutenir la filière mellifère française et les populations d'abeilles. Il y a d'ailleurs un Kickstarter ou un Ulule, je sais plus, en cours, donc si vous voulez soutenir Bleu Blanc Miel, vous pouvez aller cliquer et donner. Alors, qu'est-ce que nous dit Psych99? Moi, j'ai pas suivi Papa Philoche et j'ai rejoint le PC. Ah, bah ça, c'est plus rare. D'accord. Ok. Oui, Gérard Philoche aussi qui est parti. Une figure qui est partie, je sais plus trop où. Mais il a été exclu en fait. D'ailleurs, lui, il n'est pas parti tout seul, il a été exclu. Et c'est normal que tu l'aies pas suivi, je pense. Si t'as voulu faire continuer un petit peu. Il s'est viré tout seul, ouais. Et il y a eu la goutte d'eau en fait qui a fait déborder le vase à un moment. Et donc en fait le problème politique du PS aujourd'hui, c'est qu'il se retrouve entre 2 pôles qui l'écrasent, hein. Il y a à sa droite, il y a En Marche qui prend l'espace centre-gauche que le PS occupait avec des gens comme DSK, Hollande, Royal, Valls. Et à gauche, il y a l'espace de la gauche qu'on va dire plus radicale, en tout cas au moins dans le discours, hein, qu'il occupait avec des gens comme Philoche, Emmanueli, voire Aubry dans une moindre mesure. Et bon, tout ça, c'est 2 pôles plus gros qui sont en fait qui l'écrasent et qui, au fond, est un problème qu'il partage désormais avec Génération, les Verts et le PC aussi, qui est toujours en très mauvaise posture.
En fait aussi, le PS a perdu beaucoup de ses conseils régionaux aux dernières élections régionales. Et les deux régions, on n'en a aucun. Les Hauts-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'il faut appeler le Sud maintenant. Des centaines de conseils départementaux aussi, et tout son réseau d'élus locaux qui est exsangue tant il existe certaines zones désertes de militants socialistes. Donc quel avenir pour ce parti qui pourtant était le plus structuré au niveau local il y a encore 10 ans? Ça on le saura après les européennes et après les municipales, qui sont les deux prochaines élections capitales, les européennes d'un point de vue simplement symbolique, ne pas être trop bas, et les élections municipales en 2020, bien conserver des mairies, garder un réseau d'élus locaux et de fédérations, disons, suffisamment puissantes pour rester un parti national. Sinon, quel avenir pour un parti qui perdrait toutes ces élections? Moi, j'ai pas la réponse. Il y a plusieurs avenirs possibles pour ce parti. Il y a un avenir façon PRG. Euh, Façon PRG, un repli sur un bastion géographique qui vit sous perfusion d'un grand frère. Mais là, quel grand frère, hein? Dans le cas du PRG, c'est le PS. Donc s'il n'y a plus de PS, enfin, si le PS a besoin d'un grand frère, quel grand frère? Ouais, Est-ce que c'est un avenir c'est comme pour le ça que le PCF? PRG s'est rapproché du parti valoisien, des radicaux valoisiens d'ailleurs, En plus, oui, exactement. certainement. Après, il reste allié avec lui, puisqu'il y a Carole Delga qui gère une. Mais les socialistes, en fait, je dis n'importe quoi. Mais elle n'est pas issue du PRG, Je sais pas. vérifiez. Vérifiez. Je voulais partager une lueur d'espoir pour le Parti Socialiste. Je t'en prie, allez, vas-y. Parce qu'il y en a quand même une. Il y a régulièrement des sondages qui sortent sur savoir, selon les Français, quel est le parti qui représente le mieux l'opposition à Macron. C'est la France Insoumise depuis l'élection de Macron, mais il y a un parti qui monte progressivement, qui part de très bas, mais qui monte progressivement, c'est le Parti Socialiste. D'accord, donc c'est le petit parti qui monte malgré le silence C'est des médias. exactement ça. Très bien. Autant les Républicains plafonnent et ont tendance à descendre, Mhm. autant le Parti Socialiste monte tout doucement. Eh ben, écoutez, très très bien alors pour lui, parce que Et essaye de ressortir de de l'ornière, marasme. ouais. S'ils font 4,5 aux européennes, ça va être très compliqué quand même. Oui. Et alors, est-ce que c'est un avenir aussi comme le PCF, c'est-à-dire des pertes d'élections au fur et à mesure de la perte de ses élus, mais c'est lent et en fait on vit sur le patrimoine, ou un avenir comme la SFIO, c'est-à-dire un grand congrès refondateur, mais dans ce cas-là, eh bien, quelle force et autour de quel projet, quoi. Et c'est là que ça peut être un problème parce que je ne vois pas vraiment actuellement autour de Olivier Faure quelque chose de très novateur sur le projet. Donc il faudrait un leader charismatique, comme le fait remarquer G25, mais en fait, quel leader charismatique aura envie de venir au Parti Socialiste? Parce que c'est bien gentil tout ça, mais quand vous êtes très charismatique, il vous faut un véhicule quand même un petit peu important, mine de rien, quand même. Alors c'est plus le PRG, c'est le PR et le MRSL, comme nous fait remarquer Loustic, pour Mouvement Radical, Social et Libéral. D'accord, Oui, c'est ça, la fusion des ok, deux partis radicaux. c'est ça. Mais qui ont quand même, par contre, chacun gardé un petit machin de son côté, parce qu'ils n'étaient pas capables de faire on l'alliance sait à jamais. 100%. Si quelqu'un comprend, merci de nous contacter, parce que là vraiment, on veut bien l'explication, quoi. C'est plus compliqué que les écolos encore, plus compliqué que les centristes, les radicaux. Voilà. Encore que, non, c'est pas plus compliqué que les centristes. Il y a moins de chapelles, les C'est centristes. super simple, les centristes. Non, c'est pas simple. Il n'y a personne. Non, mais moi je dirais pas ça. Psych99 nous dit que je ne suis pas collé avec le PCF. Bon, qu'est-ce que le score 2012 est pas mal. D'accord. D'accord. On va rester là-dessus. On va rester là-dessus. Alors, avant de recevoir l'invité rapidement sur la rapide histoire de Jeune Génération, qui est tout jeune, donc l'histoire va être rapide. Donc les jeunes générations, pardon, les jeunes générations, c'est comme son nom l'indique, le réseau jeune du mouvement politique Génération, qui est cofondé par Benoît Hamon courant 2017, à la suite de sa présidentielle, qui a été au niveau du score raté. C'est le plus mauvais score du PS depuis Gaston Defferre en 69, c'est ça. Je sais pas, moi j'étais pas né contrairement à toi. Merci. Oui, ok. Franchement, je serais bien. Mais par contre, le meilleur score d'un candidat écolo avec 6,5%. Donc là, je vous cite ce qui est écrit sur le site de Génération. C'est un mouvement donc, qui rassemble celles et ceux qui aspirent à une gauche nouvelle, citoyenne, écologiste, solidaire, féministe et européenne. Ils sont cette jeunesse qui a été toujours à l'avant-garde. Et oui, au Fuin, je viens de l'origine politique des anciens, de jeunes générations. Donc,
l'avant-garde des grands combats politiques et ils veulent construire la société de demain, celle dont ils rêvent plutôt que celle qu'on nous impose, hein, c'est-à-dire on ne va pas composer avec le monde qui existe, mais on va proposer notre monde. Hein. Donc c'est un engagement double, une force d'opposition irrépressible à la droite et au pouvoir, résolue à défendre les droits et les grandes conquêtes sociales face aux conservateurs et aussi face aux néolibéraux, mais surtout évidemment une force de proposition singulière, alors singulière c'est-à-dire un peu à part quoi, pour faire face aux grandes transitions à venir. Et enfin, alors là c'est plus sur le côté organisationnel, hein, c'est un espace d'échange ouvert, bienveillant, hein, pour prendre un mot qui est très à la mode et qui est d'ailleurs employé par Macron aussi, qui encourage chacun et chacune à s'emparer du débat politique, comme Acropolis, hein, et des grandes questions sociétales d'aujourd'hui et celles de demain, pour défendre la démocratie participative et les débats libres et horizontaux. Voilà, alors pour parler de la Constitution, effectivement c'est issu Génération est issu du mouvement du 1er juillet 2017, hein, qui était le nom provisoire donné au parti de Benoît Hamon, parce qu'il avait été lancé un 1er juillet, donc il l'avait appelé 1er juillet, hein, c'est tout bête, avant de trouver le nom de Génération, après un petit brainstorming je pense. Plus concrètement, les jeunes générations sont... Alors, peut-être que Thibaut sera plus précis, hein, mais les responsables et une bonne partie sont issus en fait du mouvement des jeunes socialistes, le MJS, puisque en fait, notamment des responsables comme Benjamin Lucas et Roxane Lundy, qui étaient responsables nationaux de MJS, ont quitté en fait le MJS et ont provoqué une énorme crise, une énorme scission au sein de ce mouvement des jeunes socialistes quand ils ont rejoint Génération, en gardant parfois certaines clés en fait des MJS, ce qui a posé quelques problèmes. Donc, parce qu'en plus le MJS, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est historiquement lié au Parti socialiste, bien sûr, puisqu'il en est issu. C'est le mouvement de jeunesse socialiste, comme son nom l'indique, mais il a été fondé, dans sa version moderne en tout cas, par Benoît Hamon dans les années 90, qui, après y avoir milité dans sa jeunesse, a toujours gardé un œil sur ses petits piou-piou. Et donc aujourd'hui, après ce départ de 25 sur 30 membres du bureau national, ça fait beaucoup, hein, peine actuellement à se relever. C'est plutôt un champ de ruines qui est en train de se relever, retrouver des militants et se remonter. D'ailleurs, le site du MJS n'est pas un site de mouvement de jeunesse, hein. Aujourd'hui, c'est un espace d'expression libre. Je cite ce qui est écrit sur le site, hein, qui veut s'inscrire dans la mouvance socialiste, mais pas uniquement, hein, avec des valeurs humanistes et participer au débat. Donc c'était juste un site de tribune, en fait, tout simplement. Et ils ajoutent même, quant à la jeunesse, n'oublions pas qu'elle se situe d'abord dans la tête, ce qui est typique d'une réflexion que pourrait sortir quelqu'un qui n'est plus jeune. Hein. Mais non, j'ai 47 ans, mais la jeunesse c'est dans la tête. Hein. Ou moi je pourrais le dire, j'ai 36 ans, mais je suis jeune dans ma tête. Mais non, pas seulement, hélas, si seulement, si seulement. Mais revenons à Génération. Donc aujourd'hui, ce mouvement dispose d'une coordination nationale. Thibaut pourra nous en dire plus car il est coordinateur. Le mouvement a mené plusieurs actions de militantisme un peu partout en France. Ils ont accueilli des étudiants dans les campus de villes universitaires. Ils ont fait des manifestations contre Marine Le Pen à Mantes-la-Ville pour sa fête du drapeau. J'en avais parlé la semaine dernière. Ils ont aussi écrit un manifeste pour une transition agricole doublé d'un Tour de France d'initiatives agricoles que je trouve plutôt intéressant pour le coup. Par contre, alors là, attention, ils éditent une revue sobrement intitulée La Revue des JG. Et là, la mise en page, waouh, c'est dur. Là, on se croirait en 1987. J'espère que ils ont prévu d'embaucher un graphiste et elle peine à arriver. Voilà, tous les faits cassés parce que nous n'avons pas la page qui s'affiche. Voilà, c'est une revue qui est sortie ces dernières semaines. C'est un peu rude, je trouve, sur la mise en page. Voilà, on pourra peut-être en toucher un mot à Thibaut qui m'entend, mais je le vois pas, alors je sais pas s'il m'entend bien. Est-ce qu'ils ont prévu d'embaucher un graphiste? Ce serait pas mal de Vous le saurez en regardant la suite de exactement. Party Time. Dans la suite, on balance une petite virgule sonore et on accueille Thibaut dans 2 minutes.
Et nous revoilà, bonjour et bonjour à Thibaut. Bonjour Adrien. Merci d'avoir accepté l'invitation, d'être venu aussi loin à Ivry et surtout dans un centre commercial. Hein, Effectivement. Il faut qu'on le répète, hein, nous partageons le locaux au gaming et c'est dans un centre commercial dans des anciens locaux de boutique. Je crois que c'était... qui font de l'électroménager. Vous avez le choix comme ça et donc ils ont créé un studio et on en a une partie. Merci Fanny d'accueillir aussi dignement notre invité. Et donc Thibaut est coordinateur de Jeune Génération, ce qui m'amène à la première question. Qu'est-ce que c'est coordinateur de Jeune Génération? En quoi ça consiste? Alors, je suis co-coordinateur. Co-coordinateur. Il y a un binôme de coordination qui a été désigné à Albertville. Donc, c'était un petit peu notre université de rentrée pour les jeunes générations. Et donc, on est à la tête d'une coordination nationale qui va s'occuper de gérer les tâches, le quotidien, les campagnes du mouvement des jeunes générations en tant que tel. D'accord. Donc, dans notre équipe, on a effectivement un graphiste. Je vois que vous lui avez pas fait que des compliments et je pense qu'il faut être assez gentil avec lui parce qu'il travaille beaucoup. Effectivement, on est ce qui représente aussi les jeunes générations. C'est un amas de bonne volonté parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de salariés, on ne dispose pas. On n'a pas de permanents qui sont rémunérés, on est entièrement bénévole, donc on repose exclusivement sur les bonnes volontés du mouvement, sur une équipe de relais territoriaux aussi, qui a pour objectif d'aller aider les comités qui se lancent, de les accompagner, de les consolider, d'aller en construire de nouveaux, et ce qui fait que depuis cet été maintenant on peut revendiquer le fait d'être présent dans l'intégralité de la France avec des comités jeunes. D'accord, vous avez une centaine de comités départementaux alors? Voilà, c'est ça. Ok. Et c'est une co-coordination paritaire, c'est ça? Voilà, c'est ça, un binôme paritaire, tout à fait. D'accord, comment s'appelle cette personne? Alors c'est Claire Jacquin. Claire Jacquin, d'accord. Voilà. Eh ben, très bien, merci. Qui vient de Nancy et qui a vécu en Savoie aussi. D'accord. Et ce qui fait qu'effectivement on a passé notre université d'été à Albertville en Savoie. Ok. Ça commence par un bout, finit par Langer. Oui, merci à qui. Voilà, très bien, tu as deviné la boutique qui était auparavant dans ces murs. Alors, comment ça se passe chez Jeune Génération? Ça, c'est tout neuf. Quel rapport avec le parti Génération? Est-ce que c'est Merci. Est-ce que est-ce que c'est calqué sur ce que faisait le MJS ou est-ce que c'est différent? Enfin, comment ça se passe? Ça se passe bien. Non, effectivement, oui, c'est différent. Il y a un mot, tu l'as dit, qui caractérise Génération, c'est aussi la bienveillance. Nous, on s'organise relativement librement parce qu'on a aussi une bienveillance vis-à-vis de Génération, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, etc. Mais on est animé par les mêmes valeurs. Et donc, oui, on a une certaine liberté. Voilà, on a décidé cet été d'organiser un Tour de France des alternatives agricoles. C'était une idée qui venait d'un militant à la base et qui nous l'a proposé directement en disant moi je suis fils d'agriculteur, je suis très attaché à la question de l'agroécologie, j'aimerais bien qu'on aille parler un petit peu à tous ces gens qui sont un peu des oubliés de la politique dans les territoires ruraux, qui n'ont comme prisme de politisation que la FNSEA, etc., avec un discours avec lequel on rentre profondément en désaccord. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et derrière, on s'est dit, ça c'est une super idée comme campagne, d'aller directement au contact des gens, d'aller nourrir un programme par des rencontres, en rencontrant des éleveurs qui font le choix, des éleveurs, des agriculteurs qui font le choix de sortir du productivisme, des chercheurs, etc., pour nourrir effectivement un programme pour une transition agricole que je vous invite à lire, qui est disponible sur nos réseaux sociaux. Tout à fait, oui, j'ai vu que apparemment en ce moment ça ne parlait que ça sur le site de Génération, le Tour de France des initiatives agricoles. Alors salut à toi Aki Jay, c'était pas grave, t'arrives en retard et le but de l'émission c'est Party Time, c'est parler de l'actualité des partis politiques en général et quand on a des invités, eh bien de consacrer une bonne demi-heure à discuter avec ces invités. Donc j'ai quelques questions moi toujours, mais bien sûr le but c'est que vous posiez vos questions par le chat et tout simplement je pose après ces questions à Thibaut ou il les lit s'il les voit avant moi dans le chat. Et là j'envoie justement une de Nibal. Est-ce que vous avez l'impression de participer à monter un truc ou alors à ajouter une pierre au désagrément de la gauche ou désagrément, donc enlever une pierre plutôt? Non mais c'est une question pertinente que je pense que tout militant de gauche qui est engagé aujourd'hui à Génération. Excuse-moi, est-ce que voilà, il faudrait régler le son parce que tu parles pas très fort en fait. Pardon. Alors rapprocher le micro de la gauche peut-être, ouais. Ok, merci ça Fanny. Ça va? Oui, je crois. Oui. Moi, je t'entends mieux déjà. Ok, oui. super. Pardon. Oui, effectivement, c'est une question que tous les militants de Génération se sont posés à un moment, mais je pense que
aux dernières élections, aux présidentielles, la gauche, elle s'est fait raser politiquement, mais en fait, comment dire, le dégât, il est plus profond que ça en fait. Elle a pris une défaite culturelle, c'est-à-dire que la gauche, qui a été dominée ces dernières années par la social-démocratie, elle est arrivée à la fin d'un cycle où petit à petit, compromis après compromis, compromission après compromission, elle a abandonné l'idée même de remettre en cause l'état des choses, les injustices dans la société, d'un système qui crée de la précarité à la chaîne, qui pollue la planète, qui fait disparaître nos ressources, qui abîme notre faune, etc. Elle est arrivée à la fin d'un cycle et aujourd'hui, je pense que la gauche, elle est à réinventer. Et malgré le fait qu'on ait fait 6% avec la campagne de Benoît Hamon, je pense que derrière, avec des idées nouvelles qui ont été mises sur la table, c'était aussi une manière de respirer pour la gauche. On parlera sûrement d'union de la gauche derrière, etc. Mais je pense qu'elle doit se faire profondément sur le fond, sur un projet qui est capable de répondre aux problématiques qu'on connaît aujourd'hui, celle de l'urgence à une transition énergétique, celle de la révolution numérique, celle d'un travail qui se fait de plus en plus rare et de plus en plus précaire, etc. Et donc non, moi j'ai pas l'impression qu'on désagrège la gauche, j'ai l'impression que la gauche elle est déjà désagrégée, mais qu'il faut la reconstruire, et pour ça il faut se repencher sur le fond pour être capable de proposer un projet qui soit vraiment émancipateur. Ouais, vous seriez plus un résultat de cette désagrégation qu'une des raisons de la désagrégation, quoi. Oui, En fait, je ok. pense. Oui, GA25 fait remarquer que justement ce problème de la gauche social-démocrate est un problème qui n'est pas que français, mais j'avais pas pensé au problème mondial, mais déjà européen. Enfin, on le voit avec d'ailleurs les résultats italiens et ce qui peut s'annoncer en Allemagne. Il n'y a qu'en Espagne finalement que ça va à peu près, et encore. Et alors, on va partir directement sur des propositions. Alors, Laetitia B15 vous demande des propositions pour améliorer la vie des jeunes. D'ailleurs, alors, les mouvements de jeunesse, souvent, on réduit des fois ce que peuvent proposer les mouvements de jeunesse à des choses pour les jeunes. C'est pas toujours le cas. Des fois, les propositions sont quand même plus larges. Mais bon, souvent, quand même, effectivement, comme c'est des jeunes qui parlent de ce qu'ils connaissent, ça devient des propositions pour les jeunes et la jeunesse. Alors, est-ce que... Oui, pardon. je finis ma question. Est-ce que la génération a des projets pour les jeunes, ou est-ce que pour l'instant, vous êtes encore comment dire, en évolution, en réflexion? Voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, plusieurs choses. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec toi. L'objectif d'un réseau jeune, d'une organisation de jeunesse, c'est pas uniquement d'être cantonné à la question jeune. Par contre, je pense que quand un mouvement politique qui veut s'adresser à la jeunesse, il a intérêt à ce que ce soit des jeunes qui s'adressent aux jeunes. Sinon, on en arrive à des propositions qui sont lunaires et qui ressortent de l'esprit de soixantenaires, sexagénaires, qui ont, par exemple, mai 68 en travers de la gorge et qui nous proposent aujourd'hui un service national universel. Qui, je pense, ça, vous n'êtes pas pour? Ah non, on n'est pas pour. Non. Et Okay. je connais assez peu de jeunes qui sont pour. Qu'est-ce qu'on propose pour les jeunes? Effectivement, c'est une des raisons aussi pour laquelle on crée ce réseau jeune. C'est parce que je pense que la jeunesse, elle a des aspirations assez particulières, parce qu'elle subit simplement, elle subit tout le mal-être de cette société, quoi. La plus grande pauvreté, elle concerne d'abord les jeunes. Il y a toutes ces problématiques des étudiants en galère, obligés de travailler à côté de leurs études, avec des études supérieures et une université qui est de plus en plus sélective, qui est de plus en plus difficile, avec, là on a vu avec la baisse des APL, avec l'arrêté licence qui va amener à supprimer à certains endroits la compensation, les rattrapages à l'université, ce qui touche évidemment les jeunes de classe les plus populaires, et puis même tout simplement tous ces jeunes qui aujourd'hui sont déscolarisés, qui n'ont pas accès aux études supérieures. C'est les premières cibles, on va dire, des mesures qui précarisent le travail de plus en plus, etc. Donc oui, nous déjà évidemment, mais c'est la proposition emblématique de Génération, c'est celle du revenu universel. Pourquoi est-ce que ça peut concrètement aider la vie des jeunes? Je parlais de la question étudiante. Je pense que pour le coup, c'est pas limité aux jeunes d'ailleurs. C'est pas limité aux jeunes, mais je pense que c'est peut-être les jeunes qui en tireraient le plus grand bénéfice. Parce que des jeunes qui sont étudiants et qui travaillent à côté de leurs études 20, 25, voire 30 heures par semaine, c'est grosso modo un calvaire. Ça touche évidemment les mêmes, ceux qui n'ont pas les moyens de vivre sans. Et un revenu universel, c'est la garantie de pouvoir maîtriser ses choix de vie, enfin ses études et plus globalement ses choix de vie. Des jeunes qui ont des jobs extrêmement précaires, ils n'ont aucun rapport de force sur le marché du travail. D'autant plus avec des lois travail qui conduisent à individualiser de plus en plus la relation entre l'employeur et le salarié. Un jeune, il n'a absolument aucun rapport de force. Il n'est pas en position de négocier un meilleur salaire, des horaires acceptables, des tâches plus intéressantes, etc. Il est obligé de subir. L'avantage d'avoir un revenu universel qui soit suffisamment émancipateur, donc par exemple au-dessus du seuil de pauvreté, c'est de permettre aux jeunes de dire cet emploi-là, je ne le veux pas dans ces conditions-là, parce qu'il n'est pas suffisamment bien rémunéré, parce que j'estime que travailler
travailler dignement, ce n'est pas ça. Voilà. Donc il y a la question du revenu universel, mais il n'y a pas que. Je pense que plus globalement, il y a évidemment le fait d'investir massivement dans l'enseignement secondaire, dans l'enseignement supérieur, le fait de permettre aux jeunes d'avoir aussi la liberté de se mouvoir. Alors là, on défend pour le coup la gratuité des transports en commun. Je pense que c'est aussi en lien avec la nécessité d'amorcer la transition énergétique, la transition écologique. C'est aussi de permettre, c'est aussi une mesure sociale de permettre à chacun de se déplacer librement et avec les transports en commun. Alors on a beaucoup parlé des jeunes là, alors justement pour revenir sur l'organisation, c'est jusqu'à quel âge qu'on est jeune chez Génération ? Ça n'a pas été défini, je pense que ça n'a pas été encore acté précisément. Pour l'instant, on est à peu près dans les atours entre 15 et 29-30 ans, parce que vis-à-vis de ce que je vous disais, aujourd'hui, le premier emploi stable en moyenne, on l'a à 28-29 ans. Oui. Donc c'est cette idée que c'est cette classe d'âge en particulier qui est la première victime des réformes néolibérales. D'accord, alors là il y a Zigo Toto qui nous dit qu'il connaît des vieux contre le service, comment il s'appelle, universel, hein, c'est ça, j'espère, oui. Et qui a dit, quelqu'un qui connaît aussi des jeunes pour, voilà, c'est Kitoufou qui connaît des jeunes qui sont pour, ça c'est tout le problème des bulles d'amitié, enfin c'est qu'on connaît souvent des gens qui sont quand même plutôt d'accord avec nous, donc si vous-même vous êtes contre, et en général vous avez des amis qui sont aussi contre, et vice versa, et ça dépend aussi des milieux, et des fois on croit que tout le monde est contre quelque chose et on se rend compte qu'on est minoritaire, ou l'inverse, c'est toujours assez particulier, toujours une expérience difficile d'ailleurs, quand on se rend compte que on n'est pas forcément en lien avec la majorité. Le seuil de pauvreté est fixé à 60% du revenu médian d'après Nibal 01, oui c'est ça. Est-ce qu'un revenu de base qui augmenterait le revenu médian, donc le niveau de seuil de pauvreté? Oui, c'est la question que je me posais justement. Si les revenus augmentent mécaniquement, le seuil de pauvreté augmente en fait. Donc, oui, mais ça veut dire qu'il faut le calculer vis-à-vis du pouvoir d'achat en réalité. Oui, non, mais c'est une façon de calculer maintenant, mais effectivement, si après on le met en place un jour, il sera calculé différemment. Mais effectivement, Nibal, moi sur le sur le universel, j'oscille entre le plutôt pour et le donc je sais pas trop quoi te dire, mais il y a beaucoup de travaux qui ont été faits et des économistes très sérieux sur notamment les effets sur le pouvoir d'achat, y compris ceux qui sont contre que ceux qui sont pour. Si tu as des noms d'ailleurs à donner, c'est Julia Cagé justement qui avait pas mal travaillé là-dessus pour la campagne de Hamon. Et peut-être Thomas Porcher, je suis pas sûr. Et donc tu peux aller voir les écrits de ce genre de personnes qui expliqueront pourquoi ça peut se faire malgré les éventuels freins auxquels on pense tout de suite instinctivement, parce qu'effectivement se dire on va donner de l'argent à tout le monde, ça vient pas. L'idée elle apparaît pas forcément de bon sens tout de suite, quoi. Alors si je peux en parler un petit peu. Vas-y, on n'est pas là que pour ça, mais oui, vas-y. Mais effectivement, l'idée en fait du revenu universel, et on voit d'ailleurs Macron sans démagogie qu'en parle avec son revenu universel d'activité, ce qui n'est absolument pas un piratage de vocabulaire universel, ce qui est à peine tout juste un revenu, etc. Mais globalement, c'est une idée qui fait largement son chemin dans le monde entier, avec un prisme de l'analyse qui peut être complètement variable, etc. Mais en fait, simplement parce que ça s'inscrit dans une dynamique globale qui est celle de la réduction du temps de travail. Partout, il y a une réduction du temps de travail qui s'opère avec des gains de productivité, avec une révolution numérique qui fait qu'aujourd'hui, une entreprise comme Google, pour 1 milliard de chiffre d'affaires, elle emploie 700 personnes, alors qu'une entreprise de l'industrie comme Renault, elle emploie 5000 personnes pour faire autant. Donc c'est 7 fois moins quand même. Et on est sur une dynamique où il y a effectivement de plus en plus de productivité et donc de moins en moins besoin de travail humain. Et donc la question, c'est plus tellement est-ce que oui ou non on réduit le temps de travail, c'est comment est-ce qu'on le réduit. Est-ce qu'on prend un modèle à l'allemande ou à l'anglaise, un modèle extrêmement libéral où en fait on n'encadre pas cette réduction du temps de travail, ce qui fait qu'il y a des cadres supérieurs dans le privé qui vont travailler 50-60 heures par semaine en gagnant des salaires exorbitants, etc. Mais à côté de ça, des mesures extrêmement précarisantes, un marché de l'emploi extrêmement libéralisé qui contraint toute une frange de la population à accepter des jobs en temps partiel imposés et très souvent en grande partie des femmes. En l'occurrence, en Angleterre, c'est la mesure la plus emblématique, c'est le contrat 0 heure. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas combien de temps on va travailler dans le mois. On est complètement dépendant à son patron qui nous appelle en disant dans 3 jours, il faut que tu travailles 4 heures, etc. On sait pas c'est une instabilité totale, c'est le comble de la précarité, etc. Jusqu'ici en France, on avait fait le choix une réduction égalitaire du temps de travail avec les 35 heures, sur laquelle la droite est abondamment revenue. Même François Hollande est aussi a créé une première brèche aussi avec sa loi travail. Et là, l'idée du revenu universel, c'est de continuer dans ce sens-là, de dire que si chacun
bénéficie d'un revenu, ça lui permet de maîtriser ses choix de vie et de réduire son temps de travail et dans la justice. Parce que travailler 20 heures par semaine, si on a un revenu universel qui est à 800, 850, 900 euros par mois, c'est pas pareil que d'accepter un job à temps partiel et de travailler 20 heures alors qu'on voudrait faire plus, on pourrait faire plus avec un salaire de mise. Oui. Alors G25 pense qu'il est dans ton cerveau, mais c'est vrai qu'on vous a jamais vu dans la même pièce en même temps, donc G25 a devancé tes propos ou a dit parler du temps partiel subi, les contrats 0 heure quand tu en parlais. Comme quoi c'est un sujet qui est connu et apparemment il est complètement d'accord avec toi puisque ça pose la question du travail et sa réflexion, le revenu universel, qui est une réponse directe à la vision de société de Macron. Alors oui, c'est-à-dire la politique de l'offre, hein, c'est ça qu'on va dire pour simplifier. Alors, Zico Toto, un truc très technique, alors là il faudrait préciser, mais le programme présidentiel de Génération, salaire universel n'était pas un vrai salaire universel. Alors, oui, peut-être, je sais pas, alors là c'est peut-être trop pointu pour moi. Pourquoi? Alors, le revenu universel, en tant que tel, il reste à travailler. Et nous, c'est l'objectif qu'on se donne à Génération aujourd'hui, c'est de travailler exactement sur une feuille de route précise. Mais pour l'instant, on s'oriente vers une idée qui est évidemment l'universalité. Elle doit y être. Je me rappelle plus exactement. Je crois qu'il y a eu 2 versions. Comment? Présidentielle. Tu ne connais pas par cœur. Mais évidemment que l'universalité, elle est présente dans le revenu universel, sinon il perd de tout son intérêt, de la même manière qu'il doit être suffisamment élevé pour être émancipateur. Ça peut pas être uniquement la fusion, comme le prône Bill Gates, etc., la Silicon Valley, la fusion des allocations sociales existantes, et on aurait une société qui serait complètement polarisée entre ceux qui travailleraient dans les cybertech, etc., et grosso modo le reste qui survivrait avec un tout petit pécule. Mais voilà. Oui, comme le fait remarquer Alkanoïd, effectivement, il y a plusieurs revenus universels différents selon plusieurs économistes. Il y a ceux qui veulent effectivement que ça remplace juste ce qui existe déjà et que ça les fusionne, donc certains toucheraient moins, mais tout le monde toucherait, ou d'autres qui veulent que ça s'ajoute en fait à ce qui existe déjà et qu'il y ait un revenu universel, mais qu'on garde quand même des allocations. Voilà. Pour parler fiction, dans The Expanse, la Terre, ils vivent justement tous avec une location universelle, mais ça ne leur suffit pas beaucoup parce qu'ils sont quand même beaucoup dans la rue et très pauvres. Et ça pose problème justement. Et pourtant, ils ont tous de l'argent. Mais bon, évidemment, c'est pas suffisant et pas émancipateur justement. Voilà. Et alors, Nibal Zorin pose la question que je voulais poser. Voilà. Alors, dans votre partie, voilà, est-ce que c'est surtout d'anciens militants qui s'organisent, on va dire surtout qui viennent du MJS en fait, ou alors est-ce qu'il y a aussi de nouveaux militants? Et la question subsidiaire, c'est une proportion homme-femme. À peu près, quoi. Tu ne demandes pas au chiffre près. Hein. Merci Nibal. 2 questions, je t'en prie. Thibaut, d'abord, est-ce que vous êtes tous finalement des ex-MJS qui refaitent la même chose? Non, quand même pas, non. Non, effectivement, il y a beaucoup de militants qui viennent du mouvement des jeunes socialistes, qui est une raison toute simple, hein, c'est parce que quand on s'est lancé dans la campagne de la primaire de Benoît Hamon, voilà, c'était principalement le MJS au début qui soutenait sa candidature quand il était encore tout bas dans les sondages, parce qu'il avait un discours qui parlait particulièrement aux jeunes. Nous, on a senti dans ce combat au Parti Socialiste, dans cette polarisation Toi, tu étais au MJS à l'époque? J'étais au MJS, tout à fait. Dans cette polarisation qu'il y a eu entre la droite du Parti Socialiste, qui devenait, avec laquelle on avait concrètement plus rien à voir. Il n'y avait plus aucun... c'en est devenu caricatural avec des mesures comme la loi travail ou comme la déchéance de nationalité, mais ils ont abandonné complètement toute perspective de remettre en question le système libéral, capitaliste dans lequel on est, et donc une alternative émancipatrice, sociale, etc. Ce qui est, à mon avis, c'est à mon sens la définition première de la gauche. Et donc oui, il y en a beaucoup qui ont fait ce choix de soutenir Benoît Hamon et qui sont allés chez Génération, qui ont aidé à lancer le mouvement des jeunes générations, mais pas que. Et honnêtement, moi-même j'étais surpris de voir à Albertville, quand on s'est réunis en université l'été, de voir énormément de nouveaux militants. Et par ailleurs, il n'y a pas que des gens du mouvement des jeunes socialistes. L'ambition de Génération, c'est de faire la réunion de l'histoire de la gauche, de l'histoire des luttes ouvrières et de l'écologie politique. Donc il y a des gens qui viennent de cultures politiques qui sont tout à fait différentes, d'autres qui ont des cultures beaucoup plus écolo, etc. D'autres qui viennent du MJS, il y a même certains communistes, on a même des gens de la France Insoumise, on a des gens d'un peu partout, et on a aussi des gens qui n'étaient pas engagés en politique avant et qui aujourd'hui prennent des responsabilités, qui dirigent des comités départementaux, et voilà, on a réussi à créer une sorte d'identité commune avec cette idée de vouloir faire les choses autrement et sur un projet émancipateur clair. D'accord. Petite parenthèse, car je dois remercier Jean Massier. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Massier. Il a lancé une petite chaîne sur Twitch qui est intéressante. Merci pour ton resub pour le 9e mois consécutif, Jean. Ça fait plaisir. Et je ne sais pas s'il faut que... Non, ça monte trop loin. Hein. Non, c'est
C'était hier, voilà, ok, très bien, on s'en fiche. Et ben merci Jean. Et alors, Fanny Dufaux, ça fait une petite pique, mais je pense que quand est-ce que Benoît Hamon a été autre chose que bas dans les sondages? Alors non, je pense que là en fait Thibaut faisait référence au début de la primaire, voilà, quand en fait personne ne le voyait vainqueur et qu'en fait on pensait qu'il y aurait un second tour Montebourg-Valls, ce qui était normal après tout, et qu'on ne savait pas qui gagnerait entre les deux, et que finalement eh bien c'était un second tour à Montvalls, largement remporté par Benoît Hamon, un écart, je sais plus, toi tu dois te rappeler de l'écart au deuxième tour, mais c'était assez conséquent quand même. Je crois. 60, oui voilà à peu près sur ce genre d'écart. Et merci à Fendam pour ton abonnement. Ah, c'est pas un resub, hein? Si, c'est un resub. Ah bah x9 aussi. Merci. Et bah merci pour cette reconduction pour le 9e mois consécutif. Là aussi ça fait plaisir. Alors Madbab attaque là directement. Alors du coup c'est une position politique qui est un peu en retard d'emblée, hein, par rapport à la France Insoumise. En quoi vous vous démarquez et pourquoi vous pensez que ce n'est pas une position valable? Alors quoi donc Je pense qu'il parle du projet de la France Insoumise. Le projet en général, oui, disons le programme en commun, comme il l'appelle. Bah alors oui, que finalement, pourquoi pas la France Insoumise en fait? On partage un certain nombre de choses avec la France Insoumise, mais il faut le dire aussi quand on a des désaccords. Moi j'ai un certain nombre de désaccords. Je pourrais parler de la manière dont le mouvement est organisé en tant que tel. Moi je pense qu'un mouvement il doit s'organiser de manière démocratique. Je suis pas sûr que ce soit exactement le cas précisément avec la France Insoumise. Mais au-delà de ça, là, récemment, j'ai des désaccords assez prononcés sur la question européenne, par exemple, sur la question de l'accueil des réfugiés. Je trouve que, enfin, on a une responsabilité à gauche de mener ce qu'on appelle la bataille des idées sur la question des réfugiés, parce que j'ai l'impression quand même que depuis 3 ans, depuis quelques années, elle a largement reculé. J'ai vu un sondage passer il n'y a pas longtemps qui disait que 3 Français sur 4 s'opposaient à l'accueil de l'Aquarius. Ouais, pour 58 personnes. Ouais. Comment? Pour 58 personnes, voilà, rappelons oui, exactement. Qui était dans l'Aquarius. Pour 58 personnes, et par ailleurs qui ne sont pas des gens qui migreraient uniquement pour des questions économiques, en aspirant à une vie meilleure, etc. Et encore que ça se défend, mais là en l'occurrence c'est des gens qui sont potentiellement, pouvaient se noyer, pouvaient mourir, et qui n'ont plus rien chez eux, quoi. Et 3 Français sur 4 qui sont opposés à ça. Donc moi ça m'interroge quand même sur comment est-ce qu'on en est arrivé là, et je pense que la gauche a une responsabilité là-dedans, la social-démocratie a une responsabilité là-dedans, parce que quand Manuel Valls il était Premier ministre, il était ministre de l'Intérieur de François Hollande, et qui disait, qui se vantait d'avoir renvoyé dans leur pays plus de sans-papiers que Sarkozy avant lui, c'était une bataille culturelle qu'on perdait. C'était un moment où la gauche elle aurait dû rétorquer à l'extrême droite que nous on est d'abord humaniste, qu'avant de regarder les papiers d'une personne, on l'aide quand même, enfin on l'aide avant de regarder les papiers d'une personne, on défend d'abord des personnes sous le prisme du fait qu'elles soient opprimées avant de regarder leur nationalité. Les sociodémocrates ont lâché là-dessus, et aujourd'hui, oui, j'ai pas l'impression que la France Insoumise elle ait une position claire et qu'elle mène concrètement ce combat-là face à l'extrême droite, avec toutes ces ambiguïtés, avec un porte-parole qui dit un jour qu'il ne faut pas mettre en concurrence les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers. C'était Georges Kosmanovic, c'est ça? Exactement. Moi, j'ai aucun doute sur le fait que Mélenchon il est profondément humaniste. J'ai aucun doute sur le fait qu'il est pour l'accueil des réfugiés. Je pense pas qu'il est xénophobe. Je pense pas qu'il est nationaliste. Mais Mélenchon et la France Insoumise, elle a une stratégie qui est populiste. Et moi, je suis en désaccord avec la stratégie populiste, parce que la stratégie populiste, elle part d'une photographie de la société telle qu'elle est. Elle voit que la majorité des Français ils sont contre l'accueil des réfugiés, et du coup elle est incapable d'assumer une voix contre ça. Moi je pense que c'est pas ça la responsabilité de la gauche. La gauche c'est d'assumer ses idées, peu importe si on est minoritaire, de mener la bataille jusqu'à l'être un jour. Sinon on n'aurait jamais aboli la peine de mort, on ne serait jamais arrivé à tout un tas de conquêtes sociales, etc. Donc, un désaccord avec la France Insoumise, en voilà. Et pas des moindres quand même. L'organisation et les questions de l'immigration en général, c'est déjà deux désaccords, pardon. Mais il y avait une question sur, c'est trop loin là. Bah si, c'est Hamon hyper présent. Est-ce que justement, vous n'avez pas peur que la perception autour de Benoît Hamon soit trop là, que finalement, comme c'est la seule personne assez connue au sein du parti, ça ne fasse pas comme justement la France Insoumise où tout tourne autour de lui, et où hors Benoît Hamon, point de salut. Je pense que pour le coup la France Insoumise elle est aussi organisée autour de la personne de Mélenchon. Il n'y a pas des dispositifs en interne qui permettent de faire spécialement émerger du fond. Enfin bon bref, je suis pas là non plus pour taper sur les autres, etc. Non, je pense qu'à Génération de toute façon c'est évident qu'on doit composer avec la personnalité de Benoît Hamon, parce que c'est aussi lui qui a mis pendant la campagne le sujet du revenu universel, le sujet de la transition écologique telle qu'on l'a porté, la transition démocratique, numérique,
démocratique, etc. Et que par ailleurs, qu'on le veuille ou non, on est toujours dans la 5e République, qui sont des institutions qui sont qui personnalisent énormément, et donc forcément on doit faire avec, on ne pourrait pas s'en passer. Mais pour autant il y a d'autres personnes qui émergent aussi, Guillaume Balas, Claire Monod, qui sont les actuels coordinateurs de Génération, Guillaume Balas qui est député européen, Isabelle Thomas, député européen, Édouard Philippe aussi, député européen. Donc on a des cadres qui se font connaître, et non, je pense que c'est aussi une question de choix. On fait aussi le choix de mettre en avant des idées, et je pense que c'est quand même ce qui nous a réussi jusque là. On continuera à le faire, et derrière on trouvera d'autres personnes pour les incarner. Je vois pas ça comme un problème en tant que tel. Faut laisser du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Hannibal, non, pas Édouard Philippe. Comment il s'appelle? Édouard Martin. Édouard Martin. Philippe. Ah, peut-être, je sais pas. Pour le coup, j'étais pas choqué. Édouard Édouard Martin, qui est député européen, élu dans l'Est, il était tête de liste de la circonscription Grand Est. C'est un syndicaliste. Voilà. Alors, exactement. Des Mittal, c'est ça? Ouais. Ouais, voilà. Nos fiches sont bonnes. Oui, effectivement, au sujet de cette personnalisation, il y a la campagne Lui Seul qui a un peu suscité quelques moqueries, notamment sur Twitter, où lui seul peut, bon, très bien, mais alors c'était quoi? C'est Benoît? C'était le but. C'était le but. Ah, t'as pas vu le... J'ai pas tout vu peut-être. Le résultat, en fait, c'était un teasing où effectivement le but c'était d'aller provoquer un petit peu en disant lui seul peut mettre en place le revenu universel, lui seul peut démocratiser nos institutions, lui seul peut mener la transition énergétique. Et la chute, c'est dire que la seule personne qui le peut aujourd'hui, c'est le citoyen, et que le citoyen, il faut le remettre au cœur des débats, et ça fait particulièrement écho à la question de la campagne européenne. D'accord. Prévu Tu vois, la parler. fragmentation, non, j'ai pas prévu forcément d'en parler, mais la fragmentation de la communication via Twitter, moi j'ai fait que j'ai échappé à la révélation en fait. D'accord. Elle vient les réflexions sur lui seul. D'accord. Elle vient d'arriver tout à l'heure. Ok, bon, ça va alors. C'est pas tant raté que ça. Laetitia B15 visiblement est au courant et a bien vu que c'était le citoyen. Salut grand froid, mais tu es en retard, c'est pas grave, d'ailleurs on allait bientôt finir, hein, tu sais. Et qui est le candidat pour les européennes? Alors, écoute, moi j'ai une rumeur, hein, j'ai vu un article qui disait que ce serait peut-être Benoît Hamon. Mais on ne sait pas trop, mais effectivement ce qu'on a dit c'est que comme le parti est très centré autour de Benoît Hamon, au moins sur l'image, peut-être pas de l'organisation comme l'a dit Thibaut, où apparemment c'est quand même plus démocratique que dans des structures très pyramidales comme la République En Marche ou la France Insoumise, arrête-moi si je me trompe, malgré tout l'image c'est Benoît Hamon et il se pourrait qu'il soit tête de liste, mais je sais pas, vous avez décidé à comment, un vote justement? Alors c'est pas encore décidé, moi personnellement je pense que ça serait... prendre la question européenne, enfin donner un peu de sérieux à la question européenne et la prendre par le, enfin ça pourrait être une bonne idée effectivement, ça permettrait de donner de la valeur à cette élection, et parce que par ailleurs je pense qu'il y a des enjeux qui sont particuliers en ce moment avec, je parlais de la question des réfugiés qui va s'amplifier avec les questions des réfugiés climatiques, etc. Mais il y a aussi simplement le fait que l'extrême droite est soit aux portes du pouvoir, soit au pouvoir dans déjà de nombreux pays européens, et l'Europe aujourd'hui elle doit avoir un déclic parce que la politique libérale qui l'a fait mourir à petit feu, c'est plus possible. Donc voilà, entre le choix entre les nationalistes et les libéraux, on a besoin de faire émerger une alternative, et si la candidature de Benoît Hamon permet de donner du poids là-dedans, c'est très bien. Après, on a aussi une stratégie à Génération qui a été justement de ne pas mettre en avant de candidats pour l'instant, et de dire l'union de la gauche, évidemment qu'on est pour. Moi, je suis un combattant de l'union de la gauche, et je pense qu'on ne pourra pas faire sans, parce que c'est inscrit dans son histoire, etc. Mais l'union de la gauche, ça peut pas être uniquement une injonction, on peut pas juste dire voilà, je suis pour l'union de la gauche. Je pense que pendant la présidentielle, si Europe Écologie Les Verts a décidé de se désister pour la candidature de Benoît Hamon, c'est pas parce que le Parti Socialiste a dit il faut faire l'union de la gauche, c'est parce que Benoît Hamon a mis des idées sur la table, a mis cette idée de revenu universel, etc., d'un nouveau projet à gauche émancipateur, etc. Et là c'est la même chose. Je pense que d'abord il faut parler du fond, il faut d'abord parler des idées, de ce qu'on veut faire de l'Europe, et ensuite quand on se rendra compte qu'on veut la même chose pour l'Europe, on se dira que ça n'a aucun sens de superposer 3, 4, 5 listes différentes. Donc je pense parlons d'abord de fond politique, et ensuite stratégie. D'accord. Bon, ça va être un peu compliqué parce que les communistes, les Verts ont déjà en tête de liste. En tout cas, eux ont déjà commencé à mettre des noms sur les listes, au moins sur les 10 premiers. Jadot, Brossard, en tout cas pour parler que de ces noms-là. Donc peut-être que c'est mieux d'avoir sa propre tête de liste. Mais je sais pas. Je pense que ça change des listes aussi un peu. Hein. Ça peut changer aussi. Bien sûr, ça se change, voilà, ça se fusionne, ça se sépare, on peut remplacer des noms, tout à fait. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit que l'annonce des Insoumis était retardée probablement pour accueillir Emmanuel Morel et puis d'autres personnes, peut-être quelqu'un du MRC ou même Marine-Noël Lienemann, c'est le petite sénatrice. Voilà, alors écoutez, il est 16h12, on va arrêter là, sauf si tu veux continuer, mais bon.
Alors, ah oui, bah, via 25 nous demande la deadline des listes. Alors c'est tard, hein, le dépôt des listes ça doit être vu que l'élection est fin mai, ça doit être mi-avril, quelque chose comme ça. Voilà, c'est toujours assez tard en fait. Et en général, elles sont faites au moins dans sur les premiers noms les plus importants, ceux qui sont éligibles bien avant. Je pense que déjà en janvier, on aura une meilleure visibilité et que d'ailleurs en janvier, on saura ou non s'il y a des fusions avec entre certaines listes de gauche. Moi, je maintiens un pari que son Génération ne sera pas tout seul parce que ils sont trop demandeurs et qu'il est possible qu'ils arrivent à trouver quelqu'un. Tu acquiesces. Mais donc jusqu'à mi-avril, je pense, il est possible qu'on assiste à des fusions, à des changements, à des modifications. À droite comme à gauche d'ailleurs. Et puis peut-être aussi faire justement entrer le citoyen qui est au cœur du débat, peut-être le faire rentrer sur une liste européenne. Je pense que ça serait un beau message. Tu veux dire comme Europe Écologie en 2009? Pourquoi pas. Je dis ça, j'étais chez ELV, c'est pour ça. Voilà, et ben il me reste plus qu'à remercier Thibaut, co-coordinateur penchant masculin de la coordination des jeunes générations. Encore merci. Ben, merci à toi, merci à vous. Merci à vous le chat pour les questions. Désolé pour les questions que j'aurais ratées ou oubliées. Eh bien, on fait une pause sur Acropolis. Je vous retrouve pour Et l'Europe Bordel à 18h30. On parlera d'Europe, on a déjà un peu parlé là évidemment, hein, mais là on parlera que d'Europe à 18h30 sur ce même plateau. Et bah, à tout à l'heure et au revoir Thibaut. Au revoir. Salut.